Bienvenue à l'Iron Café, l'émission de tous les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons débattre autour de cette question un peu taboue dans le sport. Existe-t-il des liens entre le running et les troubles du comportement alimentaire ? Le sport peut-il avoir un impact négatif sur notre rapport à l'alimentation ? Une question assez complexe, c'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons en première partie d'émission tenter de mieux comprendre les liens entre le running et les troubles du comportement alimentaire, entre aussi notre rapport au poids qui peut être compliqué quand on pratique la course à pied, voire des problèmes même un petit peu plus graves, alors même jusqu'à des problèmes un petit peu plus graves comme l'anorexie mentale, la boulimie, la dépendance au sucre ou encore l'orthorexie. Est-ce que les coureurs s'exposent à des risques pour leur santé mentale et physique ? Puis en deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur toute l'actualité running de ce début de cette fin d'automne, et Manu du site OneRun nous parlera du phénomène Black Friday dans le running et il nous proposera une sélection des meilleures affaires à ne surtout pas louper. Mais pour l'instant, je tiens à vous présenter nos trois invités. La première commence à être une habituée du podcast puisque ça fait la troisième fois, je crois, qu'elle vient parmi nous. Il s'agit de Florence Puclavec. Elle est psychanalyste et marathonienne. Elle est également l'auteure du livre Psychanalyse du sportif d'endurance, l'identité en marche, paru aux éditions de l'Harmattan. Florence, merci infiniment d'être retour au studio de la House of Running d'Iron.fr. Comment ça va ? Je te remercie Guillaume, et je vis bien. Et notre second invité est un coureur amateur qui a connu une véritable descente aux enfers en l'espace de 2 ans. Son envie de devenir plus fort dans le sport l'a conduit vers une obsession à tout contrôler jusqu'à réduire drastiquement son alimentation. Heureusement, aujourd'hui, il va beaucoup mieux et il va nous raconter son histoire. Il a écrit un livre d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu la promotion de ton livre. Je reviens d'une anorexie, paru aux éditions Frisson Roche. Il s'agit de Thomas Poutot. Thomas, merci beaucoup d'avoir fait le voyage. Je crois que tu viens de Laval, donc d'avoir fait le voyage jusqu'à Paris. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien et puis merci à vous pour l'invitation aussi. Et enfin, nous sommes aussi en compagnie de Fred. En tant qu'entraîneur du Stade français athlétisme, il évolue au plus près des athlètes et il nous apportera son regard sur les rapports que peuvent entretenir les coureurs avec leur poids et avec leur alimentation. Il s'agit bien évidemment de Fred, entraîneur du groupe élite au Stade français athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va ? Bonjour Florence, bonjour Thomas, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va parfaitement et je suis ravi qu'on puisse aborder ce sujet qui n'est pas forcément le plus fun ou le plus drôle, mais qui est un sujet tellement important pour notre sport. Effectivement, je le disais en introduction tout à l'heure, c'est vrai que j'ai presque l'impression que c'est tabou. On va voir dans l'émission si finalement ça l'est ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet important et je suis ravi aussi de pouvoir le traiter. Et j'aimerais du coup, en introduction de cet épisode, vous partager quelques statistiques autour des troubles alimentaires. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les TCA concernent malheureusement un grand nombre de personnes. En effet, selon une étude de l'assurance maladie, on estime qu'environ 10 à 15% de la population française pourrait être concernée. Alors là, si on englobe vraiment toutes les formes de troubles de la conduite alimentaire. Si on rentre un peu plus dans le détail des études, on estime que l'anorexie mentale, qui est certainement l'un des problèmes les plus graves, touche environ 1,2% des femmes et 0,25% des hommes. Dans plus de 80 cas, les personnes atteintes sont des femmes. Elles sont jeunes, elles ont entre 13, 14 et 15, 16 ans. Et malheureusement, l'âge est souvent un facteur déterminant dans ce problème-là. Florence, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, peut-être en guise d'introduction, nous définir ce qu'est un trouble des conduites alimentaires ? Alors oui, les troubles des conduites alimentaires, ce sont déjà des pathologies sévères qui vont effectivement toucher majoritairement les personnes dans une phase d'adolescence, une phase où effectivement il y a une certaine fragilité, un changement du corps. Quand on parle de troubles du comportement alimentaire et de pathologie, il faut savoir qu'effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre d'apprécier si on est ou pas dans la pathologie. On va avoir d'abord des perturbations psychologiques de type syndrome anxio-dépressif. On va également avoir des dysfonctionnements qui sont liés à l'appétit ou bien effectivement à la consommation alimentaire. Et associé à ça, on va également avoir une altération de la perception de la forme du corps.
Donc ça, c'est vraiment ce qui va définir le trouble alimentaire. Quand on parle de trouble alimentaire, Guillaume, tu l'as dit, il y a l'anorexie, il y a la boulimie, il y a également l'hyperphagie boulimique, et on va avoir tout ce qui est trouble non spécifique. Par exemple, on va parler d'anorexie athlétique. Florence, c'est vrai qu'on entend souvent que notre rapport à la nourriture, en réalité, elle reflète notre état de santé physique ou mental. Je préfère presque envie de dire que c'est finalement qu'un symptôme, l'anorexie ou les problèmes du trouble du comportement alimentaire. D'ailleurs, on peut tous constater que quand on est, par exemple, quand on est malade, on va pas avoir envie de manger. Quand on est stressé, quand on est déprimé, quand on est anxieux, il y en a qui vont avoir pas du tout envie de manger. Il y en a qui, au contraire, vont avoir très envie de manger. Ça aussi, c'est souvent assez personnel. Du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on peut être sujet à ce trouble-là? Est-ce qu'il y a un facteur génétique? Est-ce que c'est notre histoire? Est-ce que c'est du stress? Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement. Les troubles du comportement alimentaire, il n'y a pas de causalité linéaire, il n'y a pas une cause et un comportement. C'est plurifactoriel. Ça signifie qu'effectivement, on peut avoir, par exemple, une gestion des émotions qui peut être liée à un rapport à l'alimentation un peu particulier. C'est-à-dire que quand on est stressé, on va avoir des personnes qui vont aller se jeter sur la nourriture et d'autres, en quelque sorte, qui vont justement se priver de nourriture. Là, on est sur deux mécanismes de défense. Le premier, effectivement, ça va être la régression. Je vais me remplir de quelque chose qui va me faire du bien. Le second, ça va être le retournement sur soi. J'ai fait une mauvaise perf, je n'ai pas le droit de manger, c'est de l'autopunition. On va avoir d'autres facteurs. On peut effectivement, quand on lit un petit peu les études, on voit qu'on a ces troubles du comportement alimentaire, surtout sur les sociétés occidentales. Dans les îles Fidji, tant qu'ils n'ont pas eu la télé, il y avait très peu de troubles du comportement alimentaire. À partir du moment où il y a la télévision qui apparaît, on voit ce trouble se développer. Donc ça signifie qu'on est aussi dans des sociétés où on va avoir des exigences contradictoires. D'un côté, on a effectivement l'industrie agroalimentaire qui pousse à la consommation. Et d'un autre, on a les médias qui donnent la vision de corps minces, de corps effectivement avec des silhouettes qui vont définir un standard. C'est là où ça devient intéressant parce qu'on sait que malheureusement on cherche toujours à correspondre à une espèce de perfection tu parlais de l'arrivée de la télévision, il y a l'arrivée des réseaux sociaux où on nous vend des standards de beauté et souvent la personne va essayer d'aller se rapprocher le plus possible de ces standards-là. Et en course à pied, on sait qu'il y a une surreprésentation aussi des athlètes très fins, très minces. Et c'est sûrement aussi pour ça que les gens ont envie de ressembler à ces modèles. Ça me fait penser à une anecdote. Hamilton, une sportive américaine de 800 mètres, qui a eu quelques soucis aussi tout au long de sa carrière, avait indiqué que, alors elle avait quand même une forte poitrine. Il faut savoir que c'est vrai que les standards dans la course à pied chez les femmes, c'est pas forcément d'avoir une forte poitrine. Et il y avait eu un magazine qui lui avait retiré de la poitrine, en fait, par Photoshop. Parce que voilà, et elle, ça avait créé un profond sentiment chez elle d'incompréhension. Elle avait l'impression de ne pas correspondre aux critères et du coup, elle s'était fait enlever de la poitrine. Elle avait subi une opération pour mieux correspondre aux standards qu'on pouvait avoir dans la course à pied, dans la représentation. Ça n'a aucun lien, le fait d'avoir une grosse poitrine avec ses performances. Après, c'était une athlète olympique, donc voilà. Alors qu'elle n'avait pas de complexe, que son mari n'a pas compris, qu'elle n'avait aucun souci, mais c'est juste que ça avait créé chez elle une espèce de complexe. Fred, est-ce que les sportifs, à ton avis, sont plus exposés à ce type de problème? On dit souvent que le sport améliore notre santé, notre bien-être, et nous-mêmes, dans le podcast, on défend souvent cette idée-là. Et est-ce que finalement, je vais être un petit peu provocateur, est-ce que le sport aussi peut avoir, un peu comme le yin et le yang, sa face obscure et avoir des effets négatifs aussi sur notre santé mentale? Malheureusement, Guillaume, le sport et j'aurais tendance à dire encore plus particulièrement le sport de niveau est souvent considéré comme étant un risque et propice, si on peut le dire comme ça, au développement des TCA. Et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, de par les conditions strictes auxquelles les athlètes sont confrontés, entraînement répété, corps soumis à de gros efforts physiques, régime alimentaire particulier pour être performant. De plus, les sportifs sont soumis à une forme de pression, tu en parlais justement, notamment par rapport à leur corps, et doivent constamment tenter de repousser leurs limites. Une étude révèle que 25,5% des sportifs présenteraient des troubles alimentaires, comme tu l'as dit, contre 10 à 15% de la population générale. Donc on voit que c'est quasiment 2 fois plus, c'est le double, c'est très important.
Et il existe même une forme subclinique d'anorexie propre au domaine sportif, ce qu'on appelle l'anorexie athlétique. Elle se définit par, là je cite et j'ouvre les guillemets, une perte de poids consciente dans un but de performance selon un processus global de planification d'entraînement de l'athlète. Le corps est ainsi instrumentalisé et doit se soumettre aux exigences de la discipline sportive. Je ferme les guillemets. Et ça permet de rebondir avec un élément qu'a évoqué Florence, c'est la sportive qui va louper sa compétition et qui s'auto-punit sur la nourriture. Ça peut nous sembler fou, mais à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, je leur ferai la réflexion inverse. Combien d'athlètes, lorsqu'ils ont réussi leur compète, le soir même se disent « je m'autorise, tiens un écart, je m'autorise ça ». Ça veut bien dire que leur rapport à la nourriture est pas normal. Et c'est peut-être brutal de le dire comme ça, mais c'est pas normal parce que inconsciemment, on dirait qu'on ne comprend pas l'autopunition, mais si on valide l'autocongratulation avec un excès de nourriture ou de boisson, ça veut bien dire que dans le sens inverse, on s'autorise la punition. Merci Fred, on l'a bien compris, hein, même si tu nous parlais d'une étude, il s'agit d'athlètes élites. On sait que statistiquement, la moyenne des athlètes encourent 2 fois plus de chances de souffrir de troubles alimentaires, mais ce n'est pas un problème qui est réservé qu'à l'élite. Les athlètes amateurs aussi peuvent être confrontés au problème de TCA. C'est même malheureusement assez courant, et d'ailleurs c'est ton cas, Thomas. Avant de revenir sur ton histoire, j'aimerais qu'on s'intéresse tout d'abord un peu plus en détail à ton parcours, à ta vie, à ton enfance notamment. Quels souvenirs tu gardes de ton rapport au poids et au sport? Par exemple, quand tu étais enfant, très jeune, est-ce que tu étais sportif? Est-ce que tu avais déjà eu des remarques par rapport à ton poids, soit trop mince, soit trop gros? Est-ce que c'était un sujet qui revenait quand tu étais très jeune? Alors très jeune, non. Moi j'ai débuté justement le sport, je dirais même un peu trop jeune. J'ai débuté le football à l'âge de 3 ans, donc j'avais pas forcément le droit à cet âge-là justement d'acquérir une licence. Et ça s'est poursuivi ainsi. Donc voilà, j'étais footballeur durant de longues années, améliorant sans cesse, je dirais, mon niveau et le niveau aussi dans lequel je pouvais exercer. Mais petit à petit, effectivement, j'ai eu notamment une période un peu charnière, qui l'est pour tout le monde, l'entrée au collège. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu quelques remarques sur mon physique. Mon rapport à l'alimentation, finalement, je l'avais jamais interrogé. Et les autres, en fait, l'ont fait pour moi à travers mon physique. C'est-à-dire que il y a eu des moqueries, effectivement, au collège, en 6e, 5e, sur mon physique, des petits bourrelets qui pouvaient apparaître. Et en fait, c'est une source quand même de moqueries pour les autres. C'est assez facile, je dirais, et ça peut, moi je le prenais à la rigolade à l'époque, mais je pense que ça crée des formes de cicatrices chez nous, quoi. T'étais pas forcément en surpoids, t'étais pas forcément obèse, mais t'avais quelques rondeurs, on va dire. Exactement, ouais, un enfant bien charnu, joyeux, tout ce qui pouvait être positif, quoi, finalement. Et puis après, moi j'ai demandé à mes parents un changement de collège, donc je suis allé ailleurs, et petit à petit, en fait, c'était suite à ces remarques et à ce... Je pense que ouais, c'était sous-jacent, quoi. Donc il y a eu ça, et puis tu l'as quand même très mal vécu alors. Ouais, je pense que c'était en background, quoi. C'était un peu souterrain, mais c'était là quand même. Donc j'ai quand même demandé à changer de collège. Et après ça, en fait, mes performances au football ont continué à s'améliorer. J'ai commencé à perdre du poids. Le regard des filles a commencé à changer sur moi. Et finalement, après, je dirais justement atteint une forme d'objectif et une forme de reconnaissance aussi à travers le regard des autres, à travers mes performances sportives, parce que j'étais joueur au sein de centre de formation au Stade Lavallois, donc j'avais quand même acquis un certain niveau, et puis le jour où finalement tout ça s'est écroulé, je dirais que j'ai repris ça en effet boomerang, quoi. C'est un peu ton identité effectivement qui s'est... On va rediscuter en deuxième partie justement sur ton parcours, sur ton histoire et sur toutes les étapes que tu as traversées. Mais j'avais vraiment envie de m'arrêter sur ton enfance parce que je sais qu'elle joue un rôle clé. D'ailleurs, Florence, je me tourne vers toi. On dit souvent que notre enfance a un impact considérable sur notre vie d'adulte. Et moi qui m'intéresse énormément aux histoires des coureurs, et Fred aussi, parce que dans le podcast, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Dans la tête d'un coureur, c'est qu'on veut vraiment rentrer dans la psychologie des sportifs. Et je me suis aperçu à quel point l'enfance, elle jouait un rôle clé dans le rapport qu'on pouvait avoir au sport. Par exemple, il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui ont commencé le running pour en finir
avec des problèmes de poids, avec des moqueries, avec certains c'était aussi de l'harcèlement scolaire qu'ils ont pu vivre et ils ont envie de reprendre un peu leur revanche. T'en as d'autres qui voulaient aussi attirer l'attention par rapport à des parents, par rapport à des frères et sœurs peut-être où ils se sentaient un petit peu délaissés, donc du coup qui ont voulu être plus visibles grâce au sport. Il y a toujours un lien alors évidemment là je parle statistiquement, je peux dire que tout le monde est comme ça, mais il y a une surreprésentation en tout cas de blessures d'enfance qui est assez importante chez les sportifs. Du coup, est-ce qu'il y aurait pas un facteur aggravant en fonction de notre histoire et est-ce qu'on ne devrait pas être plus vigilant si on porte une histoire un peu plus particulière? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'enfance et ces problèmes-là? Alors effectivement, l'enfance, c'est là où tout se fonde en quelque sorte et où également on va avoir un certain nombre de blessures narcissiques. Thomas évoquait les moqueries, par exemple, donc c'est quelque chose qui peut aussi stigmatiser et laisser une empreinte qu'on va chercher sans cesse à combler. Il y a également... souvent, selon le sport qu'on va faire, il y a une identification qu'on va avoir par rapport, par exemple, à l'esthétisme du sport ou à la minceur. Et de manière très précoce, l'enfant va avoir une attention sur le poids parce que le sport l'exige. Donc c'est aussi quelque chose qui va apporter l'attention de l'enfant de manière presque continue, y compris adulte, sur cette notion de poids. Ça, c'est important. Après, effectivement, je disais, on a un livre qui a été écrit sous la direction de Roy Cyrulnik, Sport et résilience, où effectivement, il évoque qu'un grand nombre de sportifs deviennent sportifs de haut niveau parce qu'il y a quelque chose à dépasser. Et effectivement, quelquefois, un père qui est parti, une histoire familiale. Et les troubles du comportement alimentaire, c'est ça aussi. Quelquefois, il y a des accidents de vie qui viennent s'agréger à des facteurs à risque. Et ça va être le déclencheur. Fred, en tant qu'entraîneur, tu as côtoyé énormément de coureurs et de coureuses, notamment des jeunes. Récemment encore, j'ai pu suivre les championnats de France de cross et on parlait tout à l'heure que les jeunes, malheureusement, étaient surreprésentés dans les catégories de personnes qui pouvaient souffrir de troubles du comportement alimentaire. Et moi, j'étais quand même été surpris par la maigreur, la maigreur sévère de certains corps de jeunes filles et de coureuses. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des soucis avec les athlètes que tu as pu encadrer, Fred, à titre personnel? Alors, très concrètement, oui, comme je pense comme tous les entraîneurs. Alors moi j'ai eu plusieurs cas, les cas qu'on voit directement physiquement parce que tu sens que l'athlète a un physique qui est un peu trop mince et que tu dis que cette minceur est entre guillemets pas normale et les athlètes dont tu ne soupçonnes pas qu'il y a ce problème-là, mais dont tu découvres au fil du temps qu'il y a des soucis, parce que tu peux observer notamment une baisse de la confiance de l'athlète en soi, un repli sur lui-même, sur elle-même, l'évitement des repas, et ça on le voit quand tu pars en stage, quand tu es en déplacement, évidemment au quotidien, quand tu es juste sur la piste, tu ne le vois pas forcément. Une obsession un peu du corps, se comparer, des questions qui peuvent paraître insidieuses. Est-ce que tu penses que je dois faire plus de renforcement? Est-ce que je dois m'affûter par rapport à tel athlète, comment je suis? Ou on commence à rentrer dans le jeu des comparaisons. Tu as aussi les athlètes... alors, on a une particularité, c'est qu'on ne peut pas forcément beaucoup se cacher physiquement quand on est en tenue de course, mais les athlètes qui se changent à l'écart, loin du regard des autres et qui viennent une fois changer, même si là leur corps apparaît, ce sont des signes qui indiquent qu'il peut y avoir des problématiques qui se posent à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas que l'apparence du corps, il y a tout un tas de problématiques, notamment la boulimie, on en parlait, où en fait tu vois l'athlète qui mange normalement, mais tu sais pas que derrière l'athlète va aller se faire vomir, donc pour toi tu dis bah, tiens, il était à table, elle était à table, tout se passait bien, et pour moi il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais il y a d'autres signes qui peuvent t'indiquer qu'effectivement l'athlète est sur une pente glissante, effectivement. Ça pose quand même une question, Fred, avec la statistique que tu nous dis tout à l'heure, 2 fois plus d'athlètes. On l'a vu aussi par rapport à la représentation. On sait que le sport, la course à pied est un sport quand même où on brûle beaucoup de calories. Donc, chez les athlètes élites, les modèles qui font office de référence sont souvent des gens qui sont très très minces, avec des IMC très très bas en tout cas, même si c'est un rapport finalement qui est mince, qui est gros, tout ça c'est un rapport aussi relatif par rapport à la société, mais en tout cas sous les normes des IMC qui sont assez bas. Je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des crosses parce que moi j'ai vraiment été choqué par certaines jeunes filles
voilà, je trouvais même presque en mauvaise santé, où j'étais alerté. Est-ce que vous êtes formé par la Fédération française d'athlétisme ou d'autres, sensibilisés à ça en tant qu'entraîneur? Les mots aussi que vous allez choisir, on l'a vu tout à l'heure, la personne qui avait fait un Photoshop, est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là l'impact que ça pouvait avoir de juste faire ça, les conséquences que ça a eu sur cet athlète? Le petit garçon, quand des fois on dit des choses, c'est un peu anodine et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Est-ce que vous êtes sensibilisé par rapport à ça, Fred? Des formations, les mots de la Fédé, c'est quoi, voilà, concrètement? Est-ce que le problème est bien pris au sérieux, selon toi, évidemment? Alors mon avis est partiel parce que très honnêtement mes diplômes datent un peu, mais à l'époque de ma formation d'entraîneur, on a juste eu un mot d'une des formatrices, mais c'était une formatrice et je pense que c'est peut-être grâce à ça, sur le vocabulaire qu'on pouvait employer. Excusez-moi, je vais le dire tel quel, ça nous avait été rapporté à l'époque, mais par exemple, évidemment, on va éviter de dire à une jeune femme, mais à un jeune homme aussi, finalement, la présence de Thomas nous sensibilise à ça. Mais souvent, une fois, on peut avoir des mots un peu déplacés, du style vas-y, bouge ton gros cul, ou de ce genre. Rassure-moi, t'as jamais dit ça, Fred? Non, mais moi je l'ai jamais dit. Mais c'est des choses qu'on peut entendre, c'est des remarques qu'on peut entendre autour des pistes d'athlétisme. Et si la personne l'entend, ça peut fortement l'affecter et la blesser. Mais nous, on avait été alertés dans mon groupe de formation par la formatrice. Mais en dehors de ça, très sincèrement, on n'a jamais eu aucune sensibilisation, on n'a jamais eu aucune note fédérale sur le sujet, parce que je pense qu'il y avait certainement une méconnaissance encore à l'époque, il y a 10-15 ans, de ce phénomène-là, et que dans le monde de l'athlétisme, et je pense qu'on n'est pas le seul sport, mais on est un des sports qui est touché, il y a quand même une idée, c'est que finalement aussi l'athlète est mince, en fait ça participe de sa performance et c'est pas forcément un signe de maladie. Et même moi j'ai entendu parler d'entraîneurs qui préconisaient la prise de coupe-faim à certains de leurs athlètes, à mon avis ne se rendant pas compte, en tout cas je l'espère, des dommages psychologiques qu'ils pouvaient créer, peut-être pensant bien faire. Ça peut surprendre, mais voilà, c'est souvent on dit que le paradis et que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on crée des choses et il y a énormément de situations déviantes, et moi je le vois encore de manière très fréquente parce que c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je lui ai été confronté directement dans mon groupe d'entraînement, et du coup j'en parle beaucoup parce que je pense qu'il faut en parler. Et lorsque je fais des publications sur les problématiques de poids, j'ai toujours une bonne partie de commentaires qui me disent mais non Fred, t'es quand même entraîneur, tu sais que entre guillemets plus on est mince, plus on va être performant, ce qui est pas la vérité, on en reparlera peut-être, et on a des exemples à l'heure actuelle d'athlètes internationaux qui, il suffit de voir une photo pour comprendre que l'athlète n'est pas en bonne santé, et il y en a encore qui sont dans le déni de cette réalité, qui disent non mais elle est comme ça, c'est sa physiologie, quoi. C'est justement là on met le doigt, je pense, sur un sujet qui est assez sensible. Malheureusement on est à l'heure des réseaux sociaux et aujourd'hui tout le monde s'exprime un peu, il va un peu de sa petite phrase, ses petites remarques et ci et ça. Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est jamais un bon moyen pour partager ce qu'on pense ou dire quelque chose sur quelqu'un. Le fait est que il y a ce son de cloche, Fred, auquel tu fais allusion, je ne sais pas si c'est ça, mais tu vas me le confirmer, où finalement s'interroger sur l'état de santé d'une athlète, sur les potentiels risques, quand vraiment il y a plein de faisceaux qui laissent supposer que, et cette idée de finalement c'est sa morphologie, laissez-la tranquille, il n'y a rien de grave, regardez, elle a des super médailles, et si elle a des médailles, si elle serait en mauvaise santé ou si elle serait malade, elle n'aurait pas de bonne performance. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent, et je tiens à dire d'ailleurs que c'est faux. Croyez-moi, il y a beaucoup d'athlètes malades qui ont des problèmes d'anorexie ou qui ont des problèmes de troubles mentaux, ou voire même qui sont blessés et qui performent. Donc penser qu'on ne peut pas souffrir de troubles du comportement alimentaire et être athlète de haut niveau, c'est complètement faux. C'est pas un argument, malheureusement. Alors on peut peut-être pas le rester très longtemps. D'ailleurs souvent les athlètes qui ont eu ces problèmes-là, on les voit beaucoup, puis il y a une fracture du bassin, il y a une grande blessure et après malheureusement elles disparaissent. Mais il y a toujours cette question de la liberté. Est-ce que finalement si la personne en tout cas dit laissez-moi tranquille, je ne suis pas malade, est-ce qu'on peut aider une personne finalement qui a pas envie d'être aidée? Est-ce que nous en tant que spectateurs on a le droit de s'inquiéter parce que on est sur quelque chose qui est quand même assez personnel? C'est dur de qu'est-ce qui nous regarde, qu'est-ce qui ne nous regarde pas, comment, c'est des choix des fois qu'il faut faire qui sont pas très simples.
Je dirais qu'une des caractéristiques de ce trouble, c'est le déni. Le déni, y compris pour la personne qui a effectivement ce trouble. Et dans le milieu du sport, on va avoir une rationalisation du comportement alimentaire et une légitimation dans le milieu sportif, puisque minceur et performance sont liés. Donc oui, on se doit, et je pense qu'effectivement, chacun dans son rôle, qu'il soit coach, qu'il soit médecin du sport, dans le milieu, etc., a son rôle à jouer et à lever le voile sur ce qui apparaît aux yeux de tous, mais qui finalement est tu et participe d'un déni collectif. Tu avais conscience, toi, Thomas, on parle du déni, et c'est vrai que souvent les athlètes, moi j'ai le souvenir d'un post qui avait été très populaire, qui avait été partagé par des milliers et des milliers de coureurs en disant laissez, foutez la paix aux athlètes, arrêtez de leur faire des remarques sur leur poids. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit du harcèlement, mais ça mettait du coup les personnes qui pouvaient s'inquiéter, ça les mettait dans des positions un peu délicates. Est-ce que toi, en tant qu'athlète, finalement, à un moment donné, tu étais dans le déni, tout va très bien, moi je suis un athlète, je cherche du niveau, je cherche de la performance, je suis prêt à des sacrifices, finalement c'est moi qui ai raison et c'est les autres qui ont tort, parce que moi j'ai envie de performer, d'être sous couverture en fait d'une performance. Finalement, moi je suis capable et vous n'êtes pas capable. Au-delà d'être une maladie justement du déni, c'est aussi une maladie de la dissimulation. Donc c'est déjà compliqué de le percevoir pour les personnes nous entourant. Et par rapport à ça, comment dire, c'est toujours relié aussi, je trouve, à la maîtrise qui peut rapidement tomber, je dirais, sous une forme d'emprise. Et c'est à partir de là, finalement, que ça devient problématique. Je pense qu'on a besoin aussi, dans ces âges charnières-là, de retrouver une forme de responsabilité, je dirais, individuelle, personnelle. On a besoin de se développer et on a besoin de retrouver justement de la maîtrise dans une situation où on est presque en instinct de survie à un moment, en fait. C'est-à-dire que notre place, là, va dépendre aussi de notre performance. Notre identité va aussi dépendre de notre performance, et la maîtrise peut finalement être un bon compagnon de voyage, mais il ne faut pas qu'elle vire, je dirais, à l'emprise, quoi. J'aimerais quand même qu'on parle d'une réalité. Sans langue de bois, Fred, il y a quand même une corrélation entre le poids et la performance. Je pense qu'on peut tous assez facilement comprendre que sur piste notamment, plus on a de kilos à porter, plus éventuellement on a l'impression d'être lourd et que ça va terminer. Est-ce que cette idée reçue que je viens de t'expliquer, est-ce qu'elle est réelle, et surtout, est-ce qu'elle a limite dans ça, sans vraiment, en étant le plus honnête possible Alors si on est totalement honnête, évidemment, à un moment, tu fais une forme de corrélation. Il est évident que si tu es en surpoids, tu auras plus de difficultés à courir et à performer que si tu es à ton fameux poids de forme. Mais le raccourci qui est fait un peu trop souvent, c'est qu'à l'inverse, on ne recherche pas le poids de forme, mais quasiment le poids le plus faible possible, et qui est souvent finalement éloigné du poids de forme. Moi je me rappelle, il y a 3 ans, un photographe qui était sur les 20 km de Paris avait fait un photomontage de 3 athlètes françaises qui étaient dans le top 5 des Françaises et top 8 scratch sur les 20 km de Paris, donc on considère quand même ces athlètes de haut niveau, et elles avaient toutes un morphotype différent. Tu avais l'athlète qu'on pourrait qualifier de plutôt mince, une plutôt athlétique et une normale. Et j'avais repris cette photo sous le thème, alors pour ne pointer aucune des athlètes concernées, attention, moi je m'en étais expliqué avec les athlètes pour bien dire que, c'est pas dire qu'il y avait, mais justement pour dire qu'il n'y a entre guillemets pas de physique idéal. Sincèrement, il faut sortir de cette idée qu'il y aurait une sorte de physique absolue et qui va te permettre de performer. Et on le voit bien quand on regarde le très haut niveau. Alors oui, on peut avoir l'impression qu'il faut être plutôt mince et élancé pour être performant en demi-fond. Maintenant, si on regarde le recordman de France à l'époque et qui l'est toujours, qui détient le record de marathon, Benoît Z, c'était un athlète qui n'était pas très grand, mais qui était plutôt trapu et musclé. Bekele, c'est pareil. Hein. Et Bekele, c'est la même chose. Gebrselassie, c'est la même chose. Physique très différent de Eliud Kipchoge. Par exemple, et on a des physiques vraiment qui correspondent souvent à la personnalité de l'athlète. Donc il faut vraiment sortir. Évidemment, l'idée, comme je le disais, si tu es en surpoids, la performance, elle ne sera pas au rendez-vous. Faut pas se mentir. Mais si tu es en sous-poids,
La performance ne sera pas au rendez-vous non plus. Et l'enjeu de l'athlète, c'est de trouver ce poids idéal, mais qui est un poids idéal par rapport à lui-même. Et le poids n'est pas en rapport avec la forme, la morphologie et l'image que tu vas dégager. Et c'est souvent les raccourcis qu'on fait et qui sont dévastateurs. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de coureurs ou de coureuses qui cherchent à correspondre à une morphotype et du coup vont se rapprocher de ça et peut-être même ils performent moins à cause de cette volonté qui est purement esthétique et qui est purement physique. Exactement. Bah là-dessus, il y a pas photo, si je peux me permettre de le dire. Du coup, on a un ainsi. manque de diversité des profils. Du coup, c'est un peu le cercle vicieux. Les gens ont encore plus envie. Ça conforte cette idée-là parce que finalement, on ne sait plus si c'est du mimétisme ou si ça correspond vraiment à un rapport physiologique. Bekele et Haile Gebrselassie, c'est vrai que morphologiquement, tu les croises dans la rue, tu n'as pas l'impression que c'est des coureurs, honnêtement. Moi, je vais juste te donner une donnée par rapport à Bekele. Bekele, il fait 1m63 et au top de sa forme, il était à 58 kg. Tu vois, tu as un différentiel. Souvent, on te dit qu'il faut au moins 10 à 15 de moins que la taille. Par exemple, quelqu'un d'1m63 devrait faire entre 48 et 53 kg. Il te prouve l'inverse, tout simplement. Donc, il ne faut pas essayer de correspondre à des normes. Il faut trouver sa réalité à soi. Certains seront plus à l'aise en étant très fins, mais parce qu'ils ont une morphologie qui est d'abord comme ça. Mais être fin, ce n'est pas être maigre. Et là, souvent, la distinction est mal faite. Thomas, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur ton histoire. Dans ton livre, tu expliques que ton papa a été footballeur et que tu rêvais toi aussi d'avoir une carrière dans le foot. Tu nous as dit d'ailleurs qu'il y a 3 ans, tu as commencé à jouer à la balle. Tu avais d'ailleurs toutes tes chances puisque ton niveau t'a permis de rejoindre une classe sport-études et tu avais signé dans un club de foot, le club de Laval, chez les jeunes. Malheureusement, tu vas connaître des périodes de blessures à répétition. Tout ça, ça va t'éloigner des terrains de foot. Et ton club va décider de ne pas renouveler ton contrat. Tu vas le vivre très très mal, cette rupture, car à cette époque, le football, c'était toute ta vie. C'était vraiment ta passion. Malheureusement, en même temps, tu vas très mal vivre le décès d'un membre de ta famille qui était très proche. Et ça va être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ça va être trop pour toi. Tu vas complètement perdre pied et tu vas décider pour remonter la pente et peut-être prouver aussi à ton club qu'il a eu tort de ne pas t'avoir fait confiance, que tu es quelqu'un de fort. Et pour faire un peu ton comeback, tu as décidé de te tourner vers la course à pied, finalement. Pas le foot, mais la course à pied. Dans un premier temps, avant qu'on revienne sur ton histoire, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ta rencontre avec le running et pourquoi finalement avoir choisi d'aller courir plutôt que te remettre au foot pour parvenir à tes fins et à cette envie de montrer aux autres que tu étais quelqu'un de fort? Le running, j'en ai une relation qui est aussi, je dirais, assez lointaine et qui a débuté très jeune puisque mon père justement est marathonien aussi et finalement on pouvait l'accompagner sur des marathons comme celui du Mont-Saint-Michel. Donc j'ai toujours apprécié courir, même en tant que footballeur, j'étais un footballeur qui courait beaucoup et j'ai toujours été un footballeur assez lent. Donc voilà, on va dire que je pouvais fonctionner, je dirais, avec ma tête et mes pieds, ce qui était déjà beaucoup, mais une de mes difficultés, justement, on pouvait être de suivre ces attaquants qui étaient assez vifs sur le terrain. Et pour revenir, je dirais, dans le monde du football et prendre ma revanche et prouver à tout le monde que j'étais capable de... Finalement, j'ai décidé d'attaquer cet angle-là, selon lequel, en améliorant ma vitesse, en perdant du poids et en améliorant ma vitesse, j'allais pouvoir revenir sur les terrains et finalement améliorer encore davantage mon niveau. Et pour moi, ça passait justement par la pratique de la course à pied. Donc, je suis venu à faire beaucoup d'intermittents. Je faisais aussi pas mal de sorties running, etc. Enfin, c'était quasiment uniquement mon quotidien et j'avais une pubalgie. Donc, finalement, tout ce qui était lié au running fonctionnait parce que c'était des lignes droites pour la plupart du temps. Donc, ça évitait d'inflammer mes adducteurs. Donc, je dirais que ça a commencé comme ça, avec un désir de revanche, avec un... Et étant que j'étais dans cette optique-là de revanche, mon attaque n'a pas été la bonne. C'est-à-dire que j'avais une forme de rage à l'intérieur de moi et j'avais pas les bons ingrédients justement pour aborder la pratique sportive et la course à pied notamment.
à partir du bon pied. Donc en fait, j'en suis venu littéralement à courir, je dirais n'importe comment et à me flinguer moi-même, quoi. Donc finalement, ces entraînements, c'était de plus en plus. La contrainte était toujours de plus importante, quoi. Pour toi, la course à pied, c'était vraiment un moyen de perdre du poids et de faire de l'endurance. Tu n'avais pas une affection particulière pour ce sport, du moins au début ? Du moins au début, non, pas forcément. J'avoue que d'autant plus au Stade Lavallois et dans le foot, on courait toujours avec nos cardio. On avait des règles à respecter et il n'y avait pas cette liberté de la course à pied qu'on peut ressentir notamment aujourd'hui en tant que pratiquant amateur, quoi. En tout cas, tu vas vite te prendre au jeu parce que pour progresser, tu vas être prêt presque à tous les sacrifices, comme courir des centaines et des centaines de kilomètres jour et nuit. Tu vas également t'infliger des séances de musculation intenses avec des séries d'abdos-pompes presque interminables. Évidemment, tu vas très vite chercher à optimiser aussi ton alimentation pour t'affûter. D'ailleurs, est-ce que tu vas tomber tout de suite dans l'anorexie mentale, ou est-ce que ça va peut-être être un processus un peu plus long par étapes ? Comment est-ce que ça s'est passé ? C'est très sournois et très progressif parce qu'on n'a pas l'impression justement de perdre pied dans ce cycle infernal-là, et donc ça va se faire très, très progressivement. Finalement, les entraînements, on connaît tous, on va tous s'améliorer. Donc au début, imaginons, je sais pas, on fait 15 pompes, le lendemain on se dit allez hop, on en fait 18, puis sur le lendemain 25, et puis au niveau des montées des escaliers, c'est pareil, au niveau de la course, c'est pareil, on se dit bon, on fait 5 km, puis après on en fait 10, et après on se rend compte qu'on est capable d'en faire 15, puis 20, puis ça... Finalement, on n'a pas de limite à tout ça, si ce n'est le corps qui, à partir d'un moment, d'ailleurs, va dire stop. Et donc oui, voilà, ça se fait de manière très sournoise parce que, on veut essayer de gérer tous les paramètres. Et je pense que en s'attaquant à la course à pied, moi, ça jouait sur mon physique, mais petit à petit, je me suis rendu compte aussi en me renseignant que l'alimentation pouvait être quelque chose de très importante. Mais dans les deux cas, on se rend bien compte qu'il y a un phénomène de maîtrise. Ces deux choses, enfin... Vous parlez du décès de ma tante, il y a le non-renouvellement du contrat au Stade Lavallois. Moi, c'est deux événements que j'ai pas maîtrisés, en fait. On a pris des décisions à ma place. Et là, en fait, dans mon quotidien, dont j'ai perdu des piliers, je souhaite retrouver une forme d'équilibre. Et ça va passer finalement par une affirmation de ma personnalité et justement de la maîtrise au quotidien. Donc s'entraîner, en fait, c'est très clair. On sait que si on est parti pour 10 bornes, on est parti pour 10 bornes, quoi. Donc tu avais vraiment un besoin de contrôler les choses. Ça va passer presque par au début une obsession de ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas aussi. Tu vas peut-être commencer à faire des régimes où tout de suite je mange le moins possible ou je me fais vomir. Au début, je dirais que ça commence par une attention. On fait attention aux choses petit à petit, et justement petit à petit, en fait, ça devient de pire en pire, et on devient, je dirais, un extrémiste un peu de l'assiette, quoi. On va réduire les graisses, ensuite on va réduire les sucres, et en fait, on se rend compte que finalement, il reste quasiment plus rien à l'intérieur. Et au niveau de la pratique sportive, ça va être la même, quoi. C'est finalement cette attention va devenir une obsession, et cette maîtrise va devenir une emprise, et on va plus rien gérer dans ce... Tu vas supprimer des aliments, tu vas supprimer des choses ? Ouais, ça passe beaucoup effectivement par une suppression. Ça passe aussi, comme on disait en fait, comme disait Fred tout à l'heure, c'est manquer des repas. Moi, j'arrivais toujours à la bourre dans les repas de famille. J'arrivais toujours au milieu du repas. Donc déjà, il y a l'apéro qui était sauté, il y a l'entrée qui était sautée. Puis je disais non, j'étais faire ma petite vie. J'avais été courir avant, quoi. Et c'est beaucoup de stratégies comme ça de dissimulation et de compensation. On est toujours en train de compenser l'entrée de calories par justement la sortie ou l'élimination de calories. Du coup, tu vas arrêter le sucre, tu vas arrêter les viandes. Est-ce qu'il y a des choses comme ça précises que tu as arrêtées ? Beaucoup les graisses. C'était vraiment les graisses. Tout ce qui était sauce, ça c'était à supprimer. Le sel, on a supprimé. Le sucre brut, il y est passé aussi. Le gluten ? Non, pas forcément le gluten. Tout ce qui était aliments transformés aussi. Je dirais, il y avait toujours une forme de vigilance H24, quoi. Florence, on sait que les régimes alimentaires restrictifs, notamment où on supprime des aliments, sont de plus en plus populaires dans le monde du sport et encore plus à l'heure des réseaux sociaux. On sait que ces régimes-là sont malheureusement très à la mode. Certaines personnes sont aussi obsédées, presque, ça devient une obsession par le bien manger, en font presque une bataille, ça devient limite une religion. On parle alors d'orthorexie. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'orthorexie et nous dire si c'est peut-être aussi une forme de porte d'entrée vers des problèmes plus graves? Dans tous les cas, effectivement, ça va être un comportement alimentaire perturbé. L'orthorexie, c'est ce que disait Thomas, c'est on va commencer à avoir une éviction d'un certain nombre d'aliments parce que trop d'apport énergétique, parce que trop gras. Donc on veut absolument, il a dit à plusieurs reprises, maîtriser.
maîtriser ce qu'il y a dans l'assiette, maîtriser ce qui va être du poids, de la forme du corps. Donc oui, c'est la porte ouverte, c'est un début. Et ensuite, effectivement, il y a les facteurs aggravants qui vont venir, c'est-à-dire quelqu'un qui a une faible estime de lui, qui va être perfectionniste et qui va vouloir toujours améliorer quelque chose, va certainement ensuite basculer, s'il y a un événement particulier, dans le trouble du comportement alimentaire tel qu'on le connaît, anorexie ou boulimie. Fred, je me tourne vers toi parce que tu es entraîneur, tu es aussi co-animateur du podcast et on en a déjà parlé et tu sais que quand on fait par exemple des épisodes sur la nutrition, c'est des sujets qui sont un peu sensibles pour nous. On passe beaucoup de temps à écrire les scripts, à faire très attention à ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes nous demandent de faire plus de sujets sur la nutrition, mais voilà, on essaye de rester, de se limiter parce que ça peut vite déchaîner les passions. Moi-même, j'ai été harcelé par des personnes qui m'ont écrit sur mes réseaux sociaux personnels, vraiment pour me reprocher d'avoir parlé de pâtes, d'avoir parlé de lait, d'avoir parlé de ce genre de choses, mais on était vraiment proche du harcèlement, donc il faut faire attention avec ces sujets-là. Toi, Fred, on voit de plus en plus, je parlais notamment des régimes sans gluten, sans viande, sans ce genre de choses, où on exclut des aliments. C'est de plus en plus populaire dans les pelotons de coureurs. Quand tu as un athlète qui vient de parler, qu'il a envie d'essayer un régime sans gluten, un régime cétogène aussi, c'est pas mal la mode. Est-ce que ça t'arrive déjà? Est-ce que les athlètes t'en parlent? Et comment est-ce que tu réagis face à ça? Évidemment, ça arrive parce qu'à un moment, et surtout avec des athlètes de haut niveau, se pose la question, alors certains appellent ça les gains marginaux, je déteste cette expression parce qu'un gain, il n'est jamais marginal, c'est un gain point trait quand on est dans la performance, mais je comprends l'idée, c'est qu'à un moment, on est vraiment dans le détail. Plus on va monter de niveau, plus la performance va se jouer sur des détails, et à un moment, on le sait tous quand même, la nutrition a son importance sur la performance. Là, il n'y a pas, voilà, je dévoile pas un secret, tout le monde le sait, et du coup, je dirais heureusement dans un sens, les athlètes se posent des questions, donc moi vont me questionner, tiens, alors souvent en référence à, parce qu'ils ont vu tel athlète qui a performé et qui dit qu'il est végétarien, tel autre athlète qui est aussi un grand champion et qui est sans gluten, ou tel autre qui a adopté le fameux régime. Toujours le mimétisme, ça revient cétogène, toujours. Oui, tu te dis, bon, ça a marché avec lui, c'est donc une forme de vérité. La question qu'on doit se poser, c'est justement, est-ce que l'athlète il fait ça par mimétisme, pour faire comme, parce que si je fais comme tel grand sportif, je vais avoir les mêmes résultats. On sait que c'est pas aussi simple. Est-ce qu'il fait ça par mode? On sait qu'il y a quand même des phénomènes de mode assez développés en ce moment. Est-ce qu'il fait ça par conviction? Un athlète peut aussi avoir très légitimement l'envie de devenir végétarien ou vegan parce qu'il a cette conviction, notamment de la souffrance animale, et il veut à son niveau y mettre fin. Il faut déjà, je pense, interroger la motivation. C'est comme le sans gluten. C'est pas mauvais en soi de vouloir adopter un régime sans gluten, mais tu le fais parce que tu as vraiment des problèmes d'allergie au gluten, ou est-ce que c'est parce que tu es dans une mouvance et tu as l'impression que ça va te faire du bien? Et une fois cette étape passée, moi je vais te dire très concrètement, mon rôle, je suis entraîneur d'athlétisme, je ne suis pas diététicien nutritionniste, mon rôle c'est d'orienter vers des personnes qualifiées qui pourront accompagner les athlètes et définir au mieux ce qu'on appelle leur bol alimentaire en fonction de leur personnalité, de leur performance visée. Mais effectivement, c'est des questions, je pense qu'elles sont légitimes. Mais souvent, moi, ce que j'essaie quand même de faire passer, c'est pas dans la privation qu'on va performer, mais c'est souvent dans l'optimisation. Et il faut bien comprendre la nuance qui est de taille à mon sens. C'est pas en réduisant ou en supprimant des choses, c'est en optimisant. Une célèbre diététicienne qui travaille actuellement, qui a travaillé à l'INSEP et qui travaille maintenant avec l'équipe féminine du PSG, dit souvent le poison est dans la dose et dans la quantité en fait. Finalement, tout pour être bon, et je pourrais rejoindre ça en dehors évidemment des personnes qui pourraient choisir un régime alimentaire en fonction de convictions, notamment on l'a vu par rapport à cause animale, respect, enfin voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais a contrario, comme tu disais, il ne faut pas tomber dans des dogmatismes à dire la seule voie, par exemple, parce qu'on l'a eu notamment avec les régimes cétogènes. Alors, tous les gens qui adoptent ce régime ne sont pas comme ça. Hein, ne nous écrivez pas, s'il vous plaît. Voilà, ne dites pas que voilà. Alerter, j'ai conscience que des gens le suivent et le font de manière très intelligente.
mais on a aussi une bonne partie qui nous disent si vous adoptez pas un régime cétogène, vous pouvez pas parfait. Si, on peut. Voilà, ça dépend des personnes et tout ne convient pas à tout le monde. Et c'est ça qui fait la richesse de l'être Oui, humain. et puis il y a très très peu d'athlètes de haut niveau quand même qui adoptent ce régime-là. C'est comme le régime vegan ou sans gluten. Finalement, c'est plutôt les athlètes amateurs qui adaptent ce type de régime, sauf ceux qui ont des allergies ou des convictions personnelles. Mais c'est quand même quelque chose qui est... Souvent, on nous vend ça un peu comme le régime miracle, sauf que dans les faits, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai l'impression aussi, Florence, que plus le régime est restrictif, plus finalement les gens apprécient. C'est peut-être plus simple aussi d'éliminer des aliments que de respecter une certaine hiérarchisation, une certaine cohérence. Est-ce que c'est une réalité ça ? Est-ce que finalement les gens ne cherchent pas aussi la facilité quelque part ? Enlever un aliment, c'est simple. Faire une proportion, c'est plus dur. Et pourquoi il y a aussi autant de dogmes ? Nous, on nous reproche souvent, c'est des gens qui excluent, c'est souvent les anti-lait, les anti-viande, les anti-pâtes, les anti... Et c'est limite chez eux, j'ai dit, une religion, quelque chose de... On est dans le dogme. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête concrètement pour en venir à harceler quelqu'un, pour vraiment prendre ça personnellement presque ? Pour finalement être dogmatique et croire que Exactement, y a une vérité Exactement, absolue. on est dans le dogme, voilà, on est vraiment dans le dogme. Ça signifierait qu'effectivement on a la vérité absolue. Il n'y a pas de possibilité ou il n'y a pas d'entrée pour la subjectivité de l'autre. Je te dis la vérité, tu dois t'y conformer. Donc les personnes qui vont avoir cette tendance à être extrêmement rigides, ça montre effectivement qu'il y a presque une incapacité à laisser l'autre pouvoir exprimer autre chose que ce que je pense. Vérité absolue. Donc ça permet effectivement de rester sur ses certitudes et effectivement de ne pas forcément avoir à se remettre en question. Ça, c'est la première chose. Après, pourquoi les gens préfèrent peut-être évincer directement tel ou tel aliment ? Je dirais peut-être, comme tu dis, c'est la facilité, certainement. On ne se pose pas la question parce que sinon, effectivement, il faut avoir, à mon sens, une bonne connaissance de la nutrition et finalement savoir moduler les curseurs. Et c'est peut-être là où c'est le plus complexe parce qu'il faut faire appel, effectivement, à un professionnel, un diététicien, un nutritionniste qui va pouvoir conseiller en fonction, effectivement, de son activité, de sa morphologie, de son type d'activité pour pouvoir avoir le régime le plus adapté. Plus simple, je décide d'évincer tel ou tel aliment. Donc, on remet peu en question finalement ses habitudes, simplement on évince. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que souvent les personnes qui m'écrivent ne sont pas dans l'échange, ils sont dans le reproche. Ils me reprochent des choses, ils disent que je n'ai rien compris et je vois bien, c'est pour ça que je réponds jamais. Les personnes aussi qui mangent tout cru, les genres de choses, c'est voilà. Et au début je répondais, mais je me suis vite aperçu que ça ne servait à rien parce que et souvent ils sont même pas suivis par des diététiciens nutritionnistes. C'est souvent des pages Instagram, Facebook, des vidéos YouTube. C'est pas forcément des professionnels en tout cas, c'est plutôt des communautés. C'est là où ils vont chercher l'info, pas forcément dans le corps médical, mais dans la communauté. Et il y a aussi un sentiment d'appartenance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant parce que ça peut souvent être la porte d'entrée, surtout quand on débute le sport. On est un peu influençable, on ne connaît pas forcément. Toi, tu connais pas forcément le monde du running, tu connais très bien le fluide forcément. Et souvent, on entend un peu, on écoute, on est vulnérable et on peut vite penser. Voilà, faites attention où vous allez chercher les informations, c'est important. Thomas, si on revient un petit peu sur ton histoire, malheureusement, ton alimentation, ça va vite devenir une obsession chez toi. Tu nous l'as dit avec ton envie de contrôler la moindre calorie ingurgitée. Dans ton livre, tu expliques même que tu as signé une sorte de pacte avec le diable, notamment avec l'anorexie. Un carré de chocolat, automatiquement, ça équivaut à 10 minutes de course à pied pour pouvoir le perdre. Sur la balance, tu vas descendre à des niveaux extrêmement bas, 48 kilos, je crois, pour 1m79. À quel moment est-ce que tu as pris conscience que tu souffrais d'une maladie et que ta santé physique et mentale était vraiment en jeu ? Je pense que c'est un trait de caractère chez moi. J'ai toujours tendance à aller vers l'avant et finalement je comprenais pas ce malaise. J'allais voir des professionnels qui me disaient que j'étais en dépression ou comme si tout le monde reléguait cette chose-là et que ce n'était pas important, et moi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de sous-jacent qui était plus fort que ça et finalement dans ce désir-là, moi j'allais voir les professionnels, je faisais l'effort d'aller à droite et à gauche, maman m'accompagnait, elle travaille aussi dans le milieu hospitalier, elle m'a toujours soutenu, elle me disait non, on va aller voir lui, et en fait le jour où j'ai compris que finalement j'étais atteint d'anorexie, le jour où j'ai mis un nom sur cette maladie-là, moi à partir de ce jour-là j'ai eu un ennemi à abattre. Ça a toujours été un combat. Initialement, c'était un combat contre moi-même. Finalement, je me suis flingué moi-même. Je courais aussi peut-être parce que la course est douloureuse. Je
pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné avant, mais la course peut être très douloureuse. Courir des heures et des heures, il y a un moment, on se ressent en fait vivant. Et les malades, les personnes atteintes d'anorexie ne souhaitent pas mourir, mais souhaitent moins souffrir. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi d'important à aborder. Et des fois, on a besoin de ressentir. On prend des douches qui sont très chaudes. On va manger des choses des fois qui peuvent avoir des goûts assez particuliers, justement pour ressentir à nouveau, avoir je dirais des bulles un peu d'espoir. Et malgré ce déni-là, j'ai toujours eu des éclairs aussi de lucidité à certains moments où concrètement, face au miroir, en fait, je me trouvais évidemment extrêmement maigre, bien que la plupart du temps, je me trouvais toujours trop gros ou assez gros. Et finalement, dans cette lutte-là, petit à petit, un jour, j'ai rencontré un professionnel qui m'a mis une claque, en fait, littéralement dans la gueule. Lui m'est rentré dedans, à la différence de tous les autres qui ne savaient pas comment aborder le sujet. Et lui, à partir du moment où on s'est dit ensemble, en fait, que là, il y avait un ennemi à battre, moi, je pouvais avancer. Et cette rage-là, je ne la convoquais plus contre moi, mais contre la maladie. Et ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que finalement, la course à pied t'as un peu fait rentrer dans ce cercle vicieux, t'as créé ce problème, mais c'est aussi celui-là qui t'a permis d'en sortir. On a eu, souviens-toi, Fred Marine-Noret aussi, qui avait eu un petit peu cette même relation avec le running, où ça a été l'une des causes de son problème, mais aussi l'une des solutions à son problème. C'est ça qui est assez étrange, comme quoi des fois, c'est une question de perception. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, cette bascule? Comment le sport t'a un peu offensé, mais t'as aussi retourné la situation pour t'aider? Je pense que c'est un prisme de lecture et ça dépend vraiment la manière justement dont on perçoit le sport. Tout à l'heure, Fred, par rapport à l'alimentation, il parlait de poison. Moi, le sport, effectivement, a été un poison et a également été l'antidote face à ce problème d'anorexie. Et une chose aussi que je peux partager avec Marine, c'est finalement le plaisir du partage. Moi, le jour en fait, où je me suis mis à courir, en l'occurrence avec mon père, il s'est passé quelque chose. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu partager et ressentir du plaisir petit à petit, à équilibrer aussi ma pratique sportive. Je l'ai réduite, je l'ai raisonnée. Je pense que c'est toujours important aussi d'avoir une forme de raison par rapport à tout ça. Et je l'ai partagé. Et en fait, on se rend rapidement compte que ça peut devenir une forme de fête, quoi, aussi. Fred, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la responsabilité aussi de l'encadrement, des entraîneurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un élément déclencheur. On parlait tout à l'heure de la relation qu'entretient le monde du sport avec le poids. Moi, récemment, j'ai eu quelques blessures, j'ai pris du poids, pas beaucoup, 4-5 kilos, et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui soulignaient le fait que j'avais pris un peu de poids. J'ai reçu des messages privés, j'ai reçu des remarques, c'est quelque chose qui revenait tout le temps, alors que voilà, je suis bien dans ma peau, je me sens bien, c'est vrai que je me suis un peu laissé aller, mais on nous renvoie toujours à notre poids en tant que coureur. On a eu aussi des témoignages de personnes sur l'Instagram dans la tête d'un coureur, un coach qui a dit à une athlète qu'elle avait pris des fesses pendant les vacances, un autre entraîneur qui a proposé à une athlète qu'elle pouvait le mettre en relation avec un diététicien si elle cherchait à perdre du poids, alors qu'elle n'avait jamais évoqué du poids, elle ne pensait pas que c'était un problème, mais on l'a un petit peu mis dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession quand même du poids dans la course à pied? Et cette obsession, est-ce qu'elle n'est pas véhiculée par les coureurs, par les entraîneurs? Est-ce que la responsabilité, elle n'est pas aussi à chercher de ce côté-là? Évidemment, l'environnement sportif a un impact terrible, et les propos que tu rapportes sont assez courants, on ne va pas se mentir, assez courants dans le monde de la course à pied, de l'athlétisme, en tout cas de l'athlétisme de demi-fond et de fond. Ça serait différent chez des lanceurs, par exemple. Chez des lanceurs, des lanceuses, ils pourraient presque avoir le discours inverse. Tiens, il va falloir que tu prennes un peu en masse si tu veux être performant. Chaque sport a un peu ses codes qui ne sont pas forcément des bons codes. Comme le disait Florence, la difficulté c'est souvent elle est multifactorielle. C'est-à-dire que des fois tu vas pouvoir dire à quelqu'un tiens, t'as bien profité pendant les vacances, hein, manière un peu délicate de dire t'as pris du poids. Une personne qui est ok dans sa tête et qui est bien, sincèrement ça va lui couler dessus. À l'inverse, une personne qui a une fragilité pour une raison X ou Y, ça peut déclencher quelque chose de catastrophique. Et c'est là que
trouver la chaîne de responsabilité est assez difficile parce que il faut effectivement toujours faire attention à son langage et à ce qu'on peut dire, mais parallèlement, il ne faut pas non plus avoir que des discours aseptisés. Des fois, entre copains, tout simplement, on peut se chambrer. Tiens, t'as pris, t'as pas pris. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été assez fin et on m'a toujours un peu, justement, moqué à cause de ça. Et du coup, au moins, je me trouvais normal dans la course à pied. Parce que je disais, au moins, dans la course à pied, il n'y a personne qui me dit que je suis trop fin. Mais au quotidien, on me le disait. Et puis, c'est normal, t'es fin, c'est normal parce que t'es un coureur. Voilà, exactement. Ça, et on rentre finalement dans une communauté et qui permet de nous sortir une carte. C'est comme moi, petit personnage, je bois pas d'alcool. Si je dis je bois pas d'alcool, on me dit t'es bizarre. Et les gens automatiquement disent c'est normal, c'est Guillaume, c'est un sportif, donc il n'y a pas d'alcool. Alors finalement, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun lien, mais finalement, les gens te disent ok, c'est normal, c'est un coureur, c'est normal. On rentre un peu dans une case et c'est vrai que ça peut aussi être soulageant quand on est mince ou quand on a. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il faut faire attention à nos propos. Parce qu'ils peuvent être blessants, très clairement, il faut en avoir conscience. Après, il faut aussi savoir déceler, mais c'est ça qui est difficile. Un entraîneur, il est formé sur sa technique, sur comment je vais entraîner. Alors, et l'approche psychologique de l'athlète est totalement laissée de côté. On n'a pas vocation à être des psychologues, évidemment. On n'est pas des préparateurs mentaux. Il ne faut pas tout mélanger, chacun son job. Mais en même temps, je pense qu'intégrer ce type de dimension serait nécessaire, ne serait-ce que pour pouvoir déceler peut-être des personnes en fragilité, certaines avec qui, entre guillemets, on peut se permettre de le dire, et d'autres à qui on ne peut pas se permettre de le dire, mais en même temps, même si tu dis à une personne que ça n'affectera pas, tiens, tu as bien profité pendant les vacances, mais à côté que tu as une personne qui est sensible, elle va se dire, tiens, elle lui dit ça à elle, la personne est comme ça, moi je suis comme ça, donc ça se trouve, il le pense aussi pour moi. Ce sont des schémas qui sont très compliqués. Il faut toujours, globalement, avoir une parole positive. Et je pense que si on a une remarque, un conseil à donner à un athlète, il faut le faire dans un cadre apaisé, positif et surtout pas public déjà. Mais moi, c'est ce que je retiens de l'échange qu'on a eu et je suis le premier à apprendre de vous. On a quand même un rapport au poids qui est extrêmement présent, voire même pesant dans la course à pied. Peu importe le niveau, sans même rentrer dans les troubles du comportement alimentaire. Je le disais, j'ai reçu beaucoup de messages et même nous-mêmes, entre nous, on en parle. Quand tout à l'heure, je disais qu'on a des responsabilités, c'était pas sur jeter la faute sur les autres. Je pense que moi aussi, j'ai pu avoir des propos, avoir des remarques auprès de personnes parce que je me rendais peut-être pas compte. Et on entretient plus ou moins ça. Et s'il y a un message peut-être que moi j'aimerais faire passer et que j'ai bien compris avec vous, en discutant avec vous, c'est qu'il faut qu'on lâche un peu notre obsession sur le poids, qu'on arrête. Alors le tout, c'est pas de devenir politiquement correct tout le temps, parce que c'est ce qu'on peut aussi nous reprocher, mais il faut avoir conscience que des fois des petits mots peuvent avoir un impact terrible et il faut vraiment qu'on arrête de se focaliser sur ça ou de faire des petites phrases qui peuvent rien dire mais qui peuvent avoir des conséquences, surtout si on est en club. Je dis ça aux personnes qui sont en club, même si on rigole entre nous, entre amis, peut-être que comme tu disais, il y a un petit jeune à côté qui court avec nous, qui lui entend, il n'y a pas le recul sur ce qu'on peut dire. Donc vraiment, il faut qu'on soit plus vigilant à ce qu'on peut dire et qu'on essaye de s'interroger ici sur notre rapport au poids, parce que, encore une fois, je le dis, je le redis, j'ai déjà dit dans le podcast, mais allez sur la finish line du marathon de Paris et regardez les morphologies des gens qui arrivent en moins de 3 heures, même en moins de 2h30. Je vous assure, vous avez des gens très musclés, vous avez des gens plus ronds. Moi-même, j'ai couru avec des rugbyman sur des semi-marathons qui m'ont tenu jusqu'au 15e kilomètre à 3,25, 3,30 au kilo. Donc, c'est pour dire, on parlait des footballeurs, il y a des footballeurs aujourd'hui qui font tous de la course à pied, ils font 34 au 10 et pourtant morphologiquement, ça fait très différente. Bekele, il y a... Je pense aussi à d'autres, je ne vais pas les citer, mais il y a d'autres coureurs français, coureuses français, heureusement qu'on commence à voir apparaître, qui performent avec des morphologies beaucoup plus standards. Et ça, vraiment, ça fait du bien parce qu'on a besoin de plus de diversité. J'ai l'impression, Florence, et si on peut, c'est un sujet passionnant, le temps passe et voilà, et c'est bien qu'on puisse prendre le temps pour ce sujet-là, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a les choses sont un peu faussées. Moi, j'ai déjà discuté avec des athlètes de haut niveau, même des athlètes amateurs, qui ont des IMC vraiment très très bas. Quand tu les écoutes, ils sont presque obèses. Et moi-même, j'ai regardé des photos quand j'étais en prépa marathon, j'avais 7-8 kilos de moins que maintenant. Je me souviens qu'à cette époque, quand les gens me faisaient remarquer que j'étais très affûté, très fin, je leur disais « mais tu rigoles ». J'ai 5 kilos de plus que les autres. Et avec le recul aujourd'hui, en
en étant plus en prépa marathon, en ayant pris un peu de poids, quand je revois les photos, je me rends compte et je me dis mais en fait c'était dans ma tête quoi en fait. J'avais plus ce regard-là et j'entends encore des athlètes aujourd'hui penser qu'ils sont gros et ça me fait penser à un autre problème qu'on peut avoir dans le bodybuilding. Souvent on voit des masses qui sont presque plus humains, qui deviennent presque difformes et on se dit mais c'est pas possible physiquement ça quand on n'a pas ces codes on trouve que c'est très très bizarre morphologiquement, mais en fait eux-mêmes ne se voient pas très musclés et donc ils perdent Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi mais dans l'effet inverse dans la course à pied? Juste dans ce que tu viens de dire, tu dis j'avais 5 kilos de plus par rapport aux autres. Donc effectivement, il y a la population à laquelle tu vas te référer et qui va effectivement te donner le standard. Et pour peu que tu sois un peu perfectionniste, tu vas aller chercher ce standard-là. Et effectivement, ça dépend, le prisme, et c'est ce que disait Thomas, le prisme qu'on va adopter, si c'est le prisme du marathonien, si c'est le prisme effectivement du sprinter du 100 mètres, ou si c'est le prisme effectivement de celui qui va faire du bodybuilding. Et là, on va avoir toujours cette référence. Si je suis bodybuilder, je vais chercher à avoir le plus de masse musculaire possible, et ça ne sera jamais assez. Pourtant, j'étais pas athlète de haut niveau. Je préparais mon marathon modestement dans mon coin, mais c'est vrai que j'avais pour image des gens qui c'est le métier, qui courent énormément, et aussi peut-être même pas une question de poids, mais une question. Nous les hommes, on peut avoir des petites poignées d'amour, on peut stocker de la graisse un peu différemment. Il y en a, ils ont de la chance, ils ont une morphologie où tout est bien réparti. Il y en a, ils vont plus stocker à certains endroits. Moi, c'était mon cas, et on va faire une obsession sur ça parce qu'effectivement, on se compare aux autres, et même si on est alerté et qu'on est sujet, on a ce problème-là. Mais je serai plus vigilant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu en prépa marathon chez moi. Après, il y a aussi l'insatisfaction corporelle qu'on peut avoir depuis un moment. Et effectivement, on va focaliser là-dessus. En plus, on a le standard. Et puis, pour peu qu'on soit perfectionniste, tout ça vient s'additionner et va faire un lit assez propice à un comportement alimentaire un peu perturbé. Thomas, toi, est-ce que tu avais du recul sur toi à cette époque-là? Est-ce que tu te voyais vraiment, je le disais tout à l'heure, 49 kilos, je crois que tu faisais pour 1m79. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu te voyais déjà? Est-ce que tu te trouvais encore trop gros à ce moment-là? Ouais, on se trouve toujours trop gros, mais comme on disait, on est dans le déni, et comme je pouvais aussi le dire par le passé, enfin, des fois on a tout de même des éclairs de lucidité face à tout ça. Moi, quand je revois des photos de l'époque, aujourd'hui, je suis abasourdi, quoi. Je me dis comment je faisais encore pour tenir sur mes jambes à ce moment-là. On se voit pas maigrir en fait. C'est ça qui est dans le miroir tous les jours. On se voit ni grossir, on se voit ni maigrir. C'est souvent la photo en fait qui nous replonge. Et c'est ça qui est vicieux, c'est que quotidiennement, on n'a pas l'impression ni de maigrir ni de grossir. Et c'est finalement quand on se met, c'est une photo, c'est ce genre de choses qui nous fait avoir un élément déclencheur. Mais avec le recul, sur le moment, on ne s'en rend pas compte. On se trouve toujours, moi, les mêmes photos où je me trouvais gros, à l'époque, aujourd'hui, je les revois, je me trouvais extrêmement, extrêmement mince. C'est curieux quand même, la psychologie sur ça. Après, c'est très progressif. On ne perd pas 10 kilos du jour au lendemain. Donc finalement, on ne se voit pas effectivement perdre Finalement, on est dans une acceptation quotidienne de cette perte de poids ou de cette prise de poids au jour le jour, quoi. Fred, en guise de conclusion de cette première partie, avant de passer à la rubrique actualité, selon toi, si on devait changer les choses, si on devait mettre en place des mesures, par quoi il faudrait commencer? T'as 2 heures pour répondre. C'est un vaste sujet, mais si vraiment, voilà, je donnais des pistes tout à l'heure sur le fait de nos discours, nous en tant que coureurs, mais peut-être au niveau fédéral, est-ce que moi j'ai vraiment été choqué le week-end dernier sur les crosses. Tu sais aussi qu'il y a certains athlètes de haut niveau qui ont ce problème-là et qui peuvent en souffrir. Finalement, on les laisse, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tout seuls et que. Le problème de l'athlète de haut niveau, c'est tant qu'il perf, on va trouver que c'est le bon athlète. C'est tout. Même si on décèle qu'il y a une problématique de TCA derrière, on va fermer les yeux parce que pour l'instant, il perf, il ramène des médailles. Enfin, il y a un fonctionnement comme ça où on se dit, et finalement, on s'auto-rassure et on est aussi l'environnement est également dans le déni en disant, s'il perf, même si on sait que ça n'a rien à voir, s'il perf, si elle perf, c'est qu'elle est en bonne santé, c'est qu'il est en bonne santé. Voilà. On se met les œillères, on ferme les écoutilles. Moi, je pense que la clé, elle réside dans le fait de bien faire comprendre à tout le monde, aux éducateurs en priorité, évidemment, parce que c'est eux qui vont porter le message aux enfants, aux ados et même aux adultes, qu'il n'y a pas, on va dire, un modèle physiologique, une typologie unique pour réussir, quel que soit le sport.
sincèrement, là on parle course à pied, mais quel que soit le sport, on trouve finalement un peu tous les gabarits. Au foot, on trouve tous les gabarits. Il y a les petits costauds, il y a les grands minces. Au rugby, bien sûr, on a plutôt des grands costauds, mais c'est les premières lignes. Ceux qui jouent ailier, sincèrement, ils pourraient jouer dans des équipes de foot. On dirait pas il a un gabarit de rugbyman. Donc voilà, on a tous les gabarits possibles, et l'athlétisme de manière globale, en plus, embrasse quasiment tous les gabarits, puisque effectivement, si tu fais du saut en hauteur, il faudra quand même plutôt être grand. Ça, il y a une forme de logique, et donc chacun doit trouver sa place, et on ne doit pas essayer de répondre à des standards, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas ainsi. Le seul standard qui convient à un individu, c'est son standard à lui, et il est unique, et il ne peut pas être universel, tout simplement. Ce que vient de dire Fred, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait à partir du moment où l'athlète performe. Ça signifie aussi qu'on est face à un athlète outil. Et le corps est instrumentalisé, ça devient un corps outil. C'est-à-dire on a un hyper-investissement de l'activité sportive, le corps devient un outil et le seul représentant identitaire et narcissique du sportif. Mais s'il n'est pas sportif, il n'est rien. Bon, on aurait pu poursuivre le débat pendant très longtemps. Et puis, Florence, évidemment, tu es la bienvenue dans le podcast parce qu'il s'en passe beaucoup de choses dans la tête des coureurs. Et je suis sûr qu'on aura d'autres sujets ensemble. Je rappelle le titre de ton livre, Psychologie du sportif d'endurance, identité aux marches, aux éditions de L'Armatan. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange, Florence. Merci, Guillaume. À très bientôt, Thomas. Écoute, c'est quoi tu continues à courir, j'imagine. C'est quoi les prochains objectifs? Est-ce que tu as des courses en tête? Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec le sport? Avant de se quitter, si tu peux nous donner un petit peu ton actu. L'actu, elle est plutôt littéraire actuellement. J'ai un premier roman qui va sortir là. Et sinon, en termes de sport, c'est vraiment sport plaisir. Il y a 3 ans, j'ai fait mon premier marathon en hommage aussi à Millau et la course de 100 km qu'on a pu faire avec mon père. Donc aujourd'hui, c'est que du plaisir. J'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport à tout ça, et vraiment, je sors quand j'en ai envie, quoi. Le plaisir. Écoute, c'est super. Je rappelle le titre de ton livre pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin. Je reviens d'une anorexie, paru aux éditions Frison Roche. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance, de discuter avec toi et d'avoir ton point de vue sur tout ça. J'espère que nos auditeurs ont envie d'aller plus loin et découvrir ton livre. En tout cas, je le recommande fortement. Fred, écoute, je te propose qu'on passe à la rubrique actualité, si t'es OK. Est-ce que ça te va? OK. Jingle. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, chaque mois, on vous dégote les bons plans, les dernières nouvelles du monde de la course à pied. Fred, dans cette première rubrique d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur le retour de Kenissa Bekele sur marathon. Alors, on avait laissé notre cher coureur éthiopien en 2019 sur le marathon de Berlin, où il avait choqué, je crois, les observateurs du monde du running, puisqu'il avait réalisé 2h01:41, donc à quelques secondes du record d'Eliud Kipchoge qu'on pensait vraiment sur une autre planète. Là, on s'est dit, est-ce que Eliud, il va pas avoir un concurrent, un adversaire? Après, il s'est plus passé grand-chose. Il a annoncé son retour en 2021, notamment sur le marathon de Berlin. Et puis, il a surpris encore en annonçant qu'il allait enchaîner Berlin avec New York. Une stratégie un peu osée. Finalement, est-ce que ça a été payant? C'est quoi, toi, l'avis que tu as sur ce retour de notre ami Bekele? Est-ce que c'est gagnant ou perdant ou loser? Alors, est-ce que ça a été payant? Je n'ai pas accès à ces données bancaires, mais je suppose que oui. Mais après, retour gagnant ou loser, ça reste un grand champion, donc jamais je ne me permettrai, ni lui, ni quelqu'un qui participe à une course, de dire que c'est un perdant ou un loser. Autant à Berlin, même s'il finit hors du podium et en 2h06, loin du chrono qui avait pu être annoncé, il a fait une belle course. Il a pris ses responsabilités. À un moment, au semi, on le croyait perdu. Il est revenu, il a mené. Et il a fini par lâcher au 35e kilomètre, mais il a fait, je trouve, une belle vraie course de champion. Sur une course où, à sa décharge, les allures, c'est parti à une vitesse complètement folle, rien n'était respecté. C'était vraiment une course assez anarchique. Donc, pas forcément les bonnes conditions pour perfer. C'est pour ça que personne ne s'est vraiment inquiété. Et on s'est dit, cette remontada plutôt pas mal. Est-ce que sur une course plus de lièvre, plus standard, une course à record, est-ce qu'on ne peut pas arriver à quelque chose? Là, il y a eu New York.
Alors après, New York, il y avait l'enchaînement qui pour le coup était quelque peu osé parce qu'il faut à ce niveau-là, il faut récupérer du marathon. Kenenisa est plus tout jeune non plus. Il avait surpris tout le monde en 2019 parce que ça faisait déjà 2-3 ans qu'il n'avait pas réussi à boucler un marathon. Il s'alignait, il abandonnait ou il déclarait forfait juste avant parce qu'il était blessé. Je dirais qu'il y a déjà une première victoire à réussir à enchaîner 2 marathons de ce niveau-là dans un laps aussi court. Après, à New York, très sincèrement, il n'a jamais été dans le coup. Il finit en 2h12. Alors, le parcours de New York n'est pas du tout roulant, donc on va dire que le chrono, il ne faut quand même pas le comparer aux standards qui peuvent être réalisés ailleurs. Bon, on l'espérait sur le podium quand même. On l'espérait sur le podium, il en était très loin, et comme je l'ai dit, il n'a jamais été dans le coup. Après, moi je trouve que la bonne nouvelle, alors évidemment il ne doit pas s'en satisfaire, hein, c'est un champion ne se satisfait pas de ça. La bonne nouvelle c'est qu'il a réussi à boucler ces 2 marathons et visiblement sans se blesser. Je le rappelle, en 2019 ça a été un peu une exception puisque ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait pas vu finir un marathon. Donc il a annoncé que c'était quand même le grand retour du grand Bekele. Eh ben, on l'espère pour lui, on l'espère pour l'athlétisme, mais globalement, voilà, je dirais qu'en ce sens-là, ça a été une réussite parce qu'il a réussi à enchaîner et c'était en soi un vrai défi. Je pense que peu de gens croyaient qu'il allait vraiment boucler New York. Donc un peu mi-figue, mi-raisin, si j'ai bien compris. Et puis on attend la suite. J'espère que voilà, on va le revoir. Pourquoi pas à Londres, pourquoi pas à Paris. Tiens, pourquoi il ne revient pas à Paris? On a envie de le voir à Paris. On peut toujours rêver. Surtout que son record, il est à Paris. Non, mais le record de Paris était jusqu'à l'édition d'octobre 2021, le sien, mais il est battu. Alors peut-être qu'il a besoin de venir reprendre son bien. Eh bien, si vous allez le rechercher, il est la bienvenue. Fred, je crois que tu vas nous parler maintenant de 2 documentaires. Est-ce que je ne me trompe pas? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de bons documentaires et là, je crois qu'on a été servi ces derniers temps. Eh ben, écoute, tu as des bonnes informations parce qu'effectivement, je vais présenter 2 documentaires pour pas faire de jaloux, mais au-delà de la préoccupation de pas faire de jaloux, c'est parce que ce sont 2 documentaires vraiment de qualité et qui m'ont réellement plu et je pense qui ravira les passionnés de course à pied. Il y en a un sur la course sur route et l'autre sur le trail. Donc, on va dire presque tout le monde va être content en plus. Alors, le premier documentaire s'appelle Invisible et il a été réalisé par Thibault Louet et Cédric Dubourg. Alors, en fait, ce film nous montre la préparation pour le marathon de Paris de 2021, donc celui qui s'est couru en ce mois d'octobre 2021, entre un coureur voyant qui se met lui-même dans les conditions d'un sportif déficient visuel. Donc, à travers cette démarche, les 2 hommes qui ont réalisé ce documentaire ont voulu sensibiliser au handicap visuel. Donc, il s'est entraîné avec un masque pour qu'il ne voit rien. Et il a aussi réalisé cette course dans ces conditions-là, ce qui est assez incroyable. J'en dirai pas plus. J'invite vraiment à voir ce documentaire. Il est disponible sur... on peut le trouver où, ce documentaire? Comment il s'appelle? On peut le trouver où? Alors le documentaire est disponible gratuitement sur YouTube. Vous tapez Invisible, Marathon de Paris ou Cédric Louet, vous le trouverez facilement. Et ton deuxième documentaire, alors plus sur hors des sentiers battus maintenant. Voilà, alors hors des sentiers battus, le deuxième documentaire s'appelle donc Kilimandjaro, le rêve de plus. Alors il est produit par l'agence Alibert Trekking qui est spécialisée dans le voyage d'aventure. Et en fait, on retrouve dans ce documentaire la grande championne française que... on est un grand nombre à connaître, au moins 2 noms, Laurence Klein, qui se questionne sur nos envies de se lancer des défis, d'aller à la poursuite de nos rêves. En quelque sorte, elle rentre un peu dans la tête d'un coureur, d'une coureuse. C'est vrai que nous, on aime toujours se lancer des défis et ce documentaire nous interroge sur pourquoi est-ce qu'on a cette envie. Où est-ce qu'on peut le trouver, Fred? Je crois qu'il y a plusieurs projections, c'est ça? Alors, ce documentaire va effectivement être projeté dans plusieurs villes de France cet hiver. Alors, si vous êtes du côté de Paris, de Reims, de Lyon ou encore de Chambéry ou Grenoble, vous pouvez profiter de projections publiques. Et pour ça, il faut se rendre sur le site de Alibert Trekking, donc www.alibert-trekking.com. Alibert, c'est avec 2 L, c'est A2LI. A2LIBERT, excusez-moi, rubrique événements, voilà, tout simplement.
Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin et dans la région pour aller le voir. Fred, quand on parle de marathon, souvent on a tendance à penser au Kenya ou à l'Éthiopie, mais finalement, les meilleurs marathoniens mondiaux sont pas que là. De plus en plus, c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Il y a aussi de l'actualité en Afrique sur le marathon, et je crois que tu veux nous parler d'une course qui te tient particulièrement à cœur. Oui, parce qu'il y a le week-end là, du 20-21 novembre a lieu à Dakar, capitale du Sénégal, comme tout le monde le sait, le marathon FH de Dakar, qui est le plus grand événement sportif running d'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'il y a pas moins, alors il y a un 10 km, un semi et un marathon, pas moins de 17 000 participants sur cette course, plus de 70 nationalités représentées, et il y aura 20 élites hommes et femmes. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Jean-Philippe Allaire, qui s'occupe du plateau élite et qui est également le responsable du plateau élite des 20 km de Paris et qu'on connaît bien dans la tête d'un coureur. Donc on a à la fois un événement international qui est à la fois sportif, culturel, citoyen et social dans la capitale sénégalaise. Et en plus cette année, petit bonus, une des légendes de la course à pied, puisque c'était le grand rival de Haile Gebrselassie, le Kenyan Paul Tergat sera présent à Dakar pour l'événement. Bon, écoute, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'aller assister à cet événement-là, mais en tout cas c'est vrai que... Me concernant, c'est quand tu veux. On peut même y aller là. Mais tu connais bien en plus le Sénégal et Dakar, je crois, Fred. Toi, tu es un passionné. Alors, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais Fred est un passionné du continent africain que tu as étudié, je crois, notamment à l'école, et puis tu as une relation particulière avec... J'ai une maîtrise en histoire africaine, effectivement. Ouais. Donc bon, voilà, c'est un homme plein de surprises. Écoute, je te propose qu'on accueille maintenant Manu du site Wanna Run, qui va nous présenter un petit peu l'actualité produit. Manu, comment ça va ? Ça va très bien, je suis très content d'être là. T'as un très beau t-shirt. Alors, pour très celles concrètement, très honnêtement et très sincèrement, tu as un formidable t-shirt. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur podcast, vous ne nous voyez pas, mais sachez que notre ami Manu a un t-shirt noir avec écrit très concrètement, très honnêtement et très sincèrement. Je crois que tu fais référence à le monsieur devant toi, là, non ? Un tic de langage d'une personne dans un podcast, voilà, qui très concrètement aime bien utiliser ces mots-là. Ouais, c'est une petite boutade parce que j'adore Fred et tout ça, et ça me fait beaucoup rire, et de toute façon ils sont toujours très bien placés, c'est très concrètement. Vrai. Et je crois que c'est ma faute parce que souvent je lui dis dans mes questions concrètement Fred, et c'est un peu de ma faute s'il a ce type de langage très concret, parce qu'il me répond maintenant du coup Guillaume très concrètement, et voilà, c'est moi le coupable, j'en suis navré. On va parler de Black Friday avec toi Manu. C'est vrai que c'est un peu la folie en ce moment. D'où ça vient d'ailleurs ce phénomène Black Friday, parce que dans le running là moi je vois que ça. C'est quoi cette mode Alors bien sûr, ça vient pas d'Allemagne, vous vous en doutez bien. Dans le commerce, on a une référence qui est très américaine. Depuis la mondialisation du commerce, les Américains poussent leur fête commerciale, on va dire. Alors, faut savoir que le Black Friday, c'est le dernier vendredi, le 4e vendredi de novembre, et c'est juste après le fameux jeudi de Thanksgiving. Donc, en fait, ce qui se passait historiquement, c'est que les Américains étaient en jour férié, le jour de Thanksgiving, qui est en fait la fête de la récolte, c'est-à-dire que les paysans fêtaient la fin des récoltes, et puis voilà, c'était l'occasion de faire un bon repas entre amis, en famille, etc. Il faut savoir que, excuse-moi, je te coupe, mais je l'ai appris d'ailleurs quand on était sur le marathon de New York. Les Américains ont 10 jours de vacances par an. Nous, on a 4 ou 5 semaines, je ne sais plus, mais ils ont que 10 jours de vacances par an. Et du coup, eux, ils ont beaucoup de jours fériés. Et systématiquement, les jours fériés, eux, alors ils les déplacent, ils ne se prennent pas la tête pour que ça tombe un lundi. Et nous, on a souvent, tu fais le pont, tu fais pas le pont. C'est variable, c'est toujours un lundi. Comme ça, du coup, ils peuvent avoir des longs week-ends. Alors, évidemment, il y a Noël, Nouvel An, ça la fout mal de le déplacer pour que ça colle un lundi. Mais les dates comme Thanksgiving et tout, ça coïncide avec les lundis ou les fins de semaine. Comme ça, ils sont peinards. Moi, je le savais pas, mais bon, après, ils ont 10 jours de vacances, on peut pas leur en vouloir. Donc, effectivement, et à l'époque, ça date des années 1950, les premiers Black Friday. Et en fait, c'est vrai que les Américains avaient tendance, après avoir bien mangé, bien bu le jour de Thanksgiving, à se faire porter malade le vendredi. Et comme on est à une période fin novembre, on est quand même à quelques semaines de Noël,
les Américains en profitaient pour aller faire les courses et chercher les cadeaux de Noël, donc le fameux vendredi. Et en fait, le nom Black Friday serait apparu en début des années 1950 à Philadelphie, en fait, parce que l'arrivée de tout le monde pour faire le shopping de Noël créait des bouchons, et les policiers de Philadelphie ont appelé ça le Black Friday, puisqu'il y avait des bouchons horribles dans toute la ville. Et donc, l'expression est venue de là. Intéressant, on apprend plein de trucs dans ce podcast. Donc effectivement, les commerçants américains, voyant que ce jour était vraiment, c'était le jour des achats de Noël, et donc ils ont commencé à faire des offres extrêmement agressives pour stimuler la concurrence. Et c'est devenu de plus en plus vraiment le rendez-vous incontournable, et en particulier avec l'électronisation, on va dire, des cadeaux, l'électronique est devenue vraiment une des pièces centrales du Black Friday. Ouais, c'est vrai que c'est souvent déjà Internet, les e-commerce, les pure players qui utilisent à fond le Black Friday. Et puis, nous, les coureurs et les coureuses à pied, bon, je sais pas si Fred, c'est ton cas, mais moi, je profite souvent de cette occasion pour faire mes cadeaux de Noël. Et moi, ce que je me suis toujours dit, toi qui connais bien un peu le monde du e-commerce, est-ce que c'est pas aussi un manque à gagner pour les entreprises, parce que finalement, tu fais des grosses remises alors que les gens en profitent pour acheter un peu tout au mois de novembre, et au mois de Noël, moi c'est mon cas, je fais tous mes cadeaux de Noël sur ce jour-là, du coup j'ai des rabais et je peux me faire plus plaisir à mes proches. Alors il faut savoir que le Black Friday c'est très récent en France, parce que ça a commencé en 2010, vraiment un peu sérieusement, donc c'est quand même quelque chose, ça nous paraît incontournable maintenant. Il faut savoir que ça vient en 2010, pour vous transposer, aux États-Unis, le jour du Black Friday, c'est le jour où il y a le plus de transactions bancaires. C'est-à-dire que le plus d'échanges et d'achats. Et donc, depuis 2010, en France, c'est vrai qu'on voit que ça monte en puissance. Et effectivement, dans les produits... alors, pourquoi c'est vrai qu'on a les soldes qui sont tous les 6 mois, donc juillet et janvier. Donc, en général, c'est effectivement pour écouler le stock de printemps-été. Au mois de juillet, on va l'écouler au solde d'été au mois de juillet. Et puis, automne-hiver, les habits automne-hiver, on va les écouler plus en janvier pendant les soldes d'hiver. Et en fait, le Black Friday, c'est devenu quelque part un petit peu les soldes, même si techniquement, on n'a pas le droit d'appeler ça solde, puisque solde, ça implique une vente à perte. C'est devenu un peu la braderie de l'électronique. Donc c'est vrai qu'en général, les renouvellements de gamme font qu'on a des tarifs attractifs, parce que le nouveau produit va peut-être sortir à Noël ou souvent au CES de Las Vegas. Il faut savoir que le plus grand salon d'électronique grand public, il a lieu en janvier. Donc énormément de firmes américaines, quand elles annoncent un nouveau produit, elles vont l'annoncer au mois de janvier. Donc, il faut qu'au mois de novembre, on commence à écouler un peu les stocks pour pouvoir préparer l'arrivée des nouveaux produits. Tu fais des achats, toi, Fred, sur le Black Friday? Justement, j'allais te rassurer sur... mes cadeaux de Noël, est-ce que tu as prévu mon petit cadeau? Sur le bon maintien de l'économie, moi je pense que je contrebalance les stratégies de Black Friday, parce que je passe toujours à côté, et puis je me retrouve à tout acheter au dernier moment. Mais ça me surprend tellement pas que Fred, il fait ses cadeaux de Noël le 23 décembre. Mais je suis tellement pas surpris, le connaissant. Voilà, je m'organise bien pour les courses, pour les stratégies de courses, mais alors stratégie cadeaux de Noël notamment... voilà, je vais devoir souscrire à une formation pour être plus performant. Il faut être bien organisé. Écoute, merci pour cette introduction. C'est bien parce que ça nous permet d'apprendre des choses, tu vois, comme ça dans nos dîners un peu mondains. Notre passion de la course à pied nous fait savoir l'historique de Black Friday. Si on parle du Black Friday, c'est pas pour rien, parce que c'est l'électronique, tu nous l'as dit, c'est vraiment c'est un peu le best-seller, je crois. C'est les articles les plus achetés. C'est ça. Effectivement, dans le milieu du running, le produit le plus vendu au Black Friday, c'est la fameuse montre GPS. Donc du coup, j'en ai profité pour vous faire une petite sélection. Là, j'ai été un peu à la pêche aux infos chez notre partenaire Iron, et puis j'ai réussi à avoir des infos peu de toute primeur. Il y a vraiment des très très bonnes affaires. Oui, d'ailleurs, on a presque dû signer un contrat de confidentialité, parce que il fallait pas qu'on diffuse ne serait-ce qu'une seule image. C'est pour ça qu'on n'est pas sur Twitch exceptionnellement, parce que je crois que c'est des prix un peu de la folie qu'on n'a jamais vu. Tu nous as fait une sélection des meilleures affaires à faire en montre. Si certains d'entre vous souhaitent changer de montre en ce moment, profiter des fêtes de Noël et des bonnes affaires, je t'ai donné une petite consigne, c'est d'avoir tous les prix pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme.
On va commencer par l'entrée de gamme. Qu'est-ce Entrée de que gamme, tu nous tout à proposes, fait. les bonnes affaires à Alors, faire? Et c'est selon toi le mieux. Ouais. Tu es spécialiste, donc tu recommandes quoi à nos auditeurs? Alors, on va commencer par j'ai commencé par un petit bracelet d'activité. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée vers la montre GPS. Vous n'allez pas avoir le GPS, mais il y a énormément de données. Ça peut être le petit cadeau sympa, puisque, alors là, en plus, c'est le Garmin VivoSmart 3. Le VivoSmart 4 est déjà sorti et là c'est une version reconditionnée, donc on va être vraiment sur un tout petit prix puisque c'est 34 €. Et là, on a le GPS. Ça en vaut non, justement, il n'y a pas de GPS, mais vous aurez un accéléromètre, etc. Vous allez pouvoir compter les pas, chronomètre, etc. Donc il y a suivi des activités. Automatiquement, il va détecter que vous êtes en train de courir ou de marcher ou de faire du vélo. Vous avez votre rythme cardiaque, les respirations, analyse du sommeil et tout ça. Donc vous allez vraiment rentrer dans l'univers Garmin, où vous allez sur Garmin Connect vraiment commencer à avoir des données sur votre vie active, on va dire. 39 €, voilà. 34 €. 34 €. Ensuite, alors là, on va commencer à rentrer dans des montres un peu plus perfectionnées, puisqu'on a la Polar Vantage M. Un classique de Polar. Voilà, un très grand classique de Polar. C'est leur best-seller presque. Avec fréquence cardiaque. Donc là, il y a tout. GPS. Très stylée d'ailleurs, elle est très belle. On dirait presque une montre. Très belle, très légère. Et là, on peut commencer à faire des séances de fractionnés en pyramidal, etc. Enfin, il y a vraiment. Il y a une approche Polar qui est très scientifique, parce que historiquement, Polar, c'est vraiment la marque des coureurs. Fred me dira pas le contraire. Moi, ma première montre que j'ai achetée, c'était une Polar. Et vraiment, c'est une référence sur le suivi de l'entraînement. Polar, c'est une très bonne marque. Ensuite, si tu peux juste enlever un tout petit peu ton micro. 159 € au lieu de 279. 159. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment l'affaire. Ouais. Voilà. Alors après, donc on augmente en prix progressivement. Après, je vais vous parler de la montre Suunto. Suunto, c'est aussi une marque finlandaise. Il faut savoir que dans les grandes marques de montres, Suunto et Polar, ça vient de la Finlande. C'est peut-être la culture du ski de fond et de l'endurance qui fait que ça vient de là-bas. Suunto, alors celle-là, elle est très spécifique dans la gamme Suunto. C'est vraiment une montre connectée. Donc le logiciel qui se trouve dessus, c'est le Google Wear OS. Donc vous allez avoir tout le côté connecté comme une montre connectée vraiment grand public, on va dire. Et en plus, vous allez avoir une surcouche Suunto, où là, vous avez toutes les activités sportives qui seront gérées de la même façon que sur les autres montres Suunto 5 et Suunto 9. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à ce prix-là, donc j'ai pas noté le prix, mais on le remettra sur le site. Mais il y a une cartographie complète. Et là, on est à moins de 200 € à peu près. On est, alors de mémoire, je crois que c'est 259 au lieu de 479. D'accord, donc c'est un gros rabais effectivement. Voilà, gros rabais. Et donc, on a déjà accès à de la cartographie. Alors, il faudra passer par une connexion avec le téléphone, mais vous pouvez précharger une zone s'il n'y a pas de connexion Internet et vous aurez... Moi, j'ai une question sur Suunto. Est-ce que tu peux enfin programmer des séances ? Parce que ça, c'était quand même leur point faible. Est-ce que c'est possible ? Je fais le porte-parole de tous les possesseurs de Suunto. On reçoit plein de messages dans des LTDC Training. J'ai une Suunto, je peux pas programmer ma séance, comment je fais ? Et apparemment, c'était pas possible. Alors, je suis déjà allé en Finlande, à Helsinki. On en a parlé avec les équipes Suunto. Ils t'ont écouté et du coup non, parce que c'est ancien. Donc, mais c'est vrai que c'est une demande très française. Ils nous ont dit que vraiment c'était la France qui avait cette demande vraiment pressante de pouvoir faire du pyramidal, etc. Eux, il y a un système donc qui permet juste en gros de faire de dire 30 secondes, de faire juste ce qu'ils appellent le fractionné. Du fall-track, quoi. C'est juste de faire un tempo. Je vais faire 30. Donc en fait, on peut mettre en route un tempo et faire ça, mais effectivement, faire du pyramidal avec un 100, 200, 400, 200, 100, pour l'instant, c'est pas possible. Donc il faut avoir conscience de ça. Mais effectivement, je suis en contact avec Suunto Finlande et il y a des choses en préparation qui vont arriver début 2022 si tout va bien. Bon, on croise les doigts et en espérant qu'il y ait des mises à jour pour les anciens modèles, en espérant. Oui, alors a priori, ça sera sur Suunto 9 et Suunto 5. Il devrait y avoir, il y aura des nouveautés sur les mises à jour du logiciel, donc pas besoin de
de changer le monde. Si vous avez déjà une 5 Bon, ou une 9, il y a quelque chose de très 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 On intéressant. vous qui tiendra arrive, au courant dans en le 2022. podcast on vous tiendra au courant dans le podcast si ça Et évolue. donc sur cette version, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les fameuses heatmaps. C'est-à-dire que vous pouvez voir sur la cartographie les zones les plus utilisées par les coureurs qui utilisent aussi Suunto. Ça va vous permettre de découvrir des parcours Ça, c'est pas mal. puisque les routes sont plus foncées. Alors dans le moyenne gamme, là on était déjà en moyenne gamme là. Moyenne gamme, ouais. Et là on est encore dans Alors moyenne après, gamme. on va monter d'un cran. On va passer sur la Forerunner, la Garmin Forerunner 745. Donc ça, on va dire, là on est sur la montre du triathlète. Alors là, elle est à 380. Elle est sortie il y a pas longtemps. Hein. Elle est à 399 € au lieu de 499 €. Donc ça fait quand même Belle remise. une belle remise. Je rajouterais que les clients Iron, ils le savent, mais il y a toujours 5% de cashback et c'est valable sur les montres. Donc les 5%, ils vont pouvoir les récupérer sur leur commande d'après. Donc ça, c'est vraiment la montre du triathlète. Alors là, il y a tout, hein, analyse du sommeil, de la fatigue, rythme cardiaque, possibilité de stocker de la musique et Des podcasts. des podcasts. Et donc, de partir, écouter son podcast Ça, c'est sans le bien. téléphone. Ça c'est bien. Avec juste des écouteurs Ça, c'est Bluetooth. top. Vous connectez les mais écouteurs ça marche pas avec les Bluetooth. AirPods ou les écouteurs Apple. Alors j'ai jamais tant. Alors Non, moi, je te le confirme. je suis pas du tout Fauche. Apple. Je suis pas du tout Apple pour les écouteurs. Moi, je suis très Aftershock. Ouais, Aftershock avec ça marche très bien. Ouais. la conduction osseuse. Donc c'est pareil. Ouais. Moi, Moi c'est plus sécure. T'as raison. mon coup de cœur, c'est l'Aeropex de Aftershock. Ouais, t'as raison. Et c'est vraiment, voilà, ça permet d'écouter ce qui se passe autour, d'entendre les voitures, alors et les oreilles sont pas bouchées. Bah, Donc ça a peut-être changé parce que Apple a un petit peu plus ouvert, mais c'est vrai qu'il c'est pas trop. Fallait acheter l'Apple Watch si vous voulez courir avec, qui est pas mal aussi. Peut-être qu'on en parlera un jour, mais pour l'instant, voilà. Pourquoi pas. Autre Et la chose dernière, c'est voilà, c'est pour moi ce qui C'est se le top fait du de top, là mieux. C'est ce la qui se fait Rolex. de mieux actuellement dans le milieu des montres. C'est ce que tu as toi, j'imagine. C'est la Fenix 6. Alors oui et non. Moi j'ai la Garmin Enduro. Qui est effectivement une Fenix 6X modifiée pour l'autonomie. Donc moi, sur la Fenix 6X, il y a la cartographie et la musique et les podcasts. Et moi, j'ai cette version-là donc, qui donne une autonomie de fou, parce que moi, je tiens à peu près 15 jours. Voilà, donc entre une 6X et une Enduro, voilà, c'est un choix. Est-ce que j'ai besoin de la musique et des podcasts et de la cartographie ? Non, je préfère l'autonomie. C'est un choix pris. Soit l'autonomie, soit les fonctionnalités. C'est bien si on fait l'ultra trail ou de l'Ironman, pour on a besoin etc., de 10 d'avoir heures, beaucoup, voilà, voire même 24 heures des fois, le rechargement solaire, ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc sur la Fenix 6, eh ben, on retrouve toutes les fonctions de la Forerunner 745, plus la cartographie qui est inclue dedans, même s'il n'y a pas de réseau. C'est-à-dire vous avez tout le temps la carte de toute l'Europe sur votre montre. Donc c'est quand même en termes de données, c'est assez fou. Assez fou. Et alors pour moi, c'est la montre du baroudeur, du trailer. Voilà, il y a tout. Il y a des fonctionnalités en escalade, ski de randonnée. Il y a même de quoi faire du golf. Enfin, vraiment, c'est vraiment la montre de tous les sports. Et voilà, quand je suis sûr que les 80% des gens qui achètent cette montre-là n'utilisent même pas 5% des fonctionnalités. Ça me rappelle, tu sais, alors moi, je suis un enfant des années 90. Il y a eu la mode des montres calculettes. Et on avait des montres avec Casio, avec la capteur solaire, avec la les trucs, calculatrice, les machins. voilà. Alors on s'en servait que pour l'heure, même pas pour le chronomètre pour le coup. Et on avait tous ça. Et puis la mode est passée. On est revenu à quelque chose un peu plus minimaliste. Peut-être que voilà, cette frénésie va s'arrêter un jour. Mais en tout cas, c'est aussi on va pas se mentir. Aujourd'hui, on se reconnaît un peu comme ça, nous aussi les coureurs. Moi, quand j'étais en rendez-vous par le travail, je reconnaissais les gens parce que voilà, il avait la montre au poignet. Bah tiens, tu cours et puis ça crée des liens tout de suite avec les gens. C'est un peu aussi un signe. On parlait tout à l'heure de l'appartenance, du mimétisme. Ça crée aussi un signe d'appartenance. Puis c'est vrai que c'est la Rolex, quoi. C'est le top du top. C'est connu pour ça. On n'est pas au prix d'une Rolex, hein, quand même. C'est un peu moins cher, encore. C'est un peu moins pour cher. l'instant, mais vu les prix comment ça augmente. Pour vous donner une idée du prix, on a une Fenix 6 Pro Saphir, donc avec le verre inrayable, et moi qui est très brisac, le verre, ça c'est vraiment super important. Donc là, elle sera à 499 € au lieu de 799. Et on a le super méga haut de gamme, c'est la Fenix 6X, donc plus large. Celle que tu as. Plus de batterie. Voilà, c'est l'équivalent en fait. C'est l'équivalent avec verre solaire et puis cadre en titane. Donc celle-là, elle est à 949 €
et elle va descendre à 549 €. Donc là, on est sur du quasiment moins 40%. Enfin, moi, j'avais jamais vu des prix aussi bas. Là, il y a vraiment, Là, c'est vraiment des super affaires. Ouais, je pense. C'est imbattable. Bon, bah alors foncez-y. Ça dure jusqu'à, malheureusement pour ceux qui nous écoutent, ça dure jusqu'au. Jusqu'à une semaine. On est le 22. Alors l'épisode sortira le 22. L'épisode sort le 22, donc jusqu'à la fin de la semaine, donc lundi 22. Bon. 28. Bon bah dépêchez-vous, sinon voilà, on vous aurait eu un petit descriptif de ces montres. La Phoenix 7, on a reçu beaucoup de messages de gens qui nous demandent si on a des infos sur la Phoenix 7. Manu, je sais que toi, tu es dans le secret des dieux, que tu vas en Finlande, tu parles. Est-ce que tu as des infos sur cette Phoenix 7 ? Parce que très très peu de choses a fuité, alors qu'elle a été décalée d'1 an à cause Covid, pénurie. On a parlé déjà dans le podcast, nous avait parlé qu'il y a des pénuries en Chine en ce moment sur les composants. Donc elle est décalée d'1 an. Peu de choses ont fuité. Est-ce que ça va être une révolution ou pas, cette Phoenix 7 ? C'est vrai qu'on en parle depuis quasiment 1 an et demi. Il faut savoir que généralement, il n'y a pas vraiment de scoop, mais quand on regarde depuis la sortie de la Phoenix 1, j'enlève la Phoenix 4 puisqu'il n'y a pas eu de Phoenix 4, mais en gros, le cycle de renouvellement d'une Phoenix, c'est 18 mois. C'est-à-dire qu'entre la Phoenix 1 et la Phoenix 2, il y avait en gros 18 mois. Et donc, voilà. Donc la Phoenix 6, elle est sortie en août 2018 à l'UTMB. C'est ça. Et donc, voilà, on y était, c'était la première fois. Et donc, voilà, si on calcule 18 mois, bah, effectivement, ils n'y sont pas. Alors, il faut savoir que Garmin, ils regardent aussi la concurrence. Avec la Phoenix 6, ils ont quand même pris une avance que les concurrents commencent à combler, parce que là, il y a la Polar Grit-X Pro qui vient de sortir, qui commence à avoir très proche en termes de fonctionnalité. La Suunto 9 Peak, c'est pareil. Voilà, donc, elle va venir en 2022. Ça, il n'y a pas de scoop. J'ai pas le détail de ce qu'il va y avoir. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y aura un écran tactile. Moi, je n'y crois pas. Je pense que ça va être surtout. Elle va rester. Ça reste une montre de baroudeur. Donc, si quand je touche quelque chose, ça commence à faire bouger l'écran. Voilà, ça va pas. Il y a la Phoenix, il y a la Forerunner. Alors, ce qu'il faut regarder souvent, c'est les autres modèles de chez Garmin. Garmin, par exemple, sur la Forerunner 945, qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a une puce, une carte SIM avec un module qu'ils appellent la Forerunner 945 LTE. En gros, il y a la 4G dessus. Donc, on a la 5G ça pourrait, pour moi, les deux features, les deux fonctionnalités qui devraient arriver sur la Phoenix 7, c'est le LTE, donc la connexion 4G. Et ce qui manque par rapport à tu disais l'Apple Watch, c'est le fameux électrocardiogramme. Donc pour moi, c'est pas impossible que peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, le CES de Las Vegas qui a lieu en janvier, voilà, ça peut être un jour d'annonce. Écoute, à suivre en tout cas. Je sais qu'Apple, sur l'Apple Watch, ont des grosses ambitions sur le secteur du running et veut vraiment aller tailler des parts de marché à ces acteurs-là, historiques. Après, ils ont une technologie aussi qui est intéressante. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Mais à suivre aussi parce que la concurrence est féroce. Ouais, mais je pense que Garmin a encore de belles années devant eux, parce que l'autonomie de l'Apple Watch, elle est quand même très très insuffisante. J'ai un copain qui a couru le marathon de Paris avec une Apple Watch. Il n'a pas la fin de son tracé, donc bon, ça fait quand même. Ouais, évidemment. Après, je pense qu'ils resteront très grand public, mais bon, sur la batterie aussi des efforts qui vont être faits. À suivre en tout cas. Et c'est un épisode passionnant. Merci à vous deux les garçons. Écoute Fred, je te donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast avant les vacances de Noël, puisqu'on va faire une petite coupure à Noël. Mais voilà, il y a encore quelques épisodes à venir. Merci beaucoup, puis à bientôt. À lundi prochain. Très concrètement, à bientôt. À bientôt. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied.